l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux ou à la télé sur M6. Aujourd'hui, j'accueille Mona sur le podcast Allo Girl Boss. Moi, mon rêve, c'était à la base de travailler dans une maison de luxe. Et donc, j'ai commencé à travailler chez Louis Vuitton. J'adore cette marque. Ouais, moi aussi. Après avoir fait des études d'ingénieur et décroché le job de ses rêves, elle se rend compte que le salariat n'est peut-être pas la voie qu'il lui faut. Et pendant le Covid, j'étais en télétravail, genre pour Vuitton chez moi. Et du coup, j'étais en mode, le monde est en train de s'écrouler. Et toi, t'es en train de travailler sur des sacs à 100 000 balles pour des gens hyper riches, tu vois. Elle se lance alors dans l'entrepreneuriat et développe avec une associée sa marque d'upcycling. Dans la première année, on a été contacté par les Galeries Lafayette. C'était ouf. Et en fait, tout ça, c'est grâce au réseau, tu vois. Elles ont même eu l'opportunité de passer dans l'émission Qui va être mon associé pour pitcher leur projet. On a déposé la vidéo à 16h et genre à 19h, le casteur il nous a rappelé en mode on adore votre profil, etc. Est-ce qu'on peut se voir demain? En gros, on n'a pas dormi pendant 48 heures et on est arrivé sur le plateau. Dans cet épisode, Mona nous montre que dans l'entrepreneuriat, il y a une face cachée et que cette belle aventure peut prendre fin à tout moment. Le pire truc dans tout le process pour fermer une boîte, Mona nous raconte comment elle a très vite remonté la pente grâce à son mindset et à la découverte de pratiques spirituelles. J'ai fait des séances de Cap Kundalini, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de l'hypnose, j'ai testé genre EMDR. Et le truc qui a vraiment marché, où j'ai vraiment vu un effet de ouf, pour moi c'était... Je vous laisse découvrir cet épisode avec une girl boss au mental d'acier. Coucou Mona. Hello. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Allo Girl Boss. Je voulais t'inviter ici parce qu'en fait, tu as fait d'une force ce que beaucoup auraient pris pour un échec. Et je voulais vraiment que tu viennes ici nous raconter ton parcours, la création de ta boîte, comment ça s'est passé, ton passage dans Qui veut être mon associé aussi. Et ensuite, là, la fermeture et les prochains projets. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Carrément. Mais déjà, je suis hyper contente d'être là, donc merci beaucoup à toi, Justine, pour l'invitation. Du coup, moi, j'ai aujourd'hui 27 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 23 ans, donc il y a 4 ans aujourd'hui. Donc après une école d'ingénieur, j'ai directement lancé ma boîte, donc, qui s'appelle Rissa Paris. C'est une marque d'upcycling. En gros, on prend des vêtements de seconde main qu'on retravaille pour refaire des vêtements qui sont au goût du jour. Et l'idée, c'est de créer une mode éco-responsable, en économie circulaire et éthique aussi. Donc, on faisait du Made in France. C'était vraiment... ça a vraiment été une aventure qui a été incroyable et qui a vraiment fait de moi qui je suis aujourd'hui. Parce que c'était de 23 ans à 27 ans, donc c'est vraiment des années qui sont charnières dans la construction de soi. Et donc, j'ai adoré et je me suis pris de passion pour l'entrepreneuriat. Et malheureusement, ma boîte, on a dû la fermer il y a quelques mois, donc début 2024. Et donc en effet, ça a été un événement qui a été hyper dur et je pourrais te expliquer un petit peu les détails après. Mais aujourd'hui, je suis sur une pente montante et j'essaye du coup de me reconstruire, d'aller vers de nouveaux projets, de me relever et voilà. Merci pour la présentation. Mais c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir sur le podcast parce que je pense que tu as beaucoup à apprendre sur ton parcours entrepreneurial et ça se voit que tu as cette soif de vouloir transmettre via le contenu que tu fais sur tes réseaux sociaux. Et justement, ça a été quoi le déclic qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que du coup, tu as eu cette idée de dire je veux vraiment entreprendre, je veux mon projet, ou est-ce que ça se fait tout seul En fait, il y a eu plein de déclics. Déjà, moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Tu vois, quand j'étais petite, j'étais le genre à me dire, avoir des idées business déjà. Tu vas me dire, Okay. on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça. Tu sais, à la base, quand j'étais genre, j'avais 12 ans, je voulais inventer une machine qui fait des pancakes le matin, tu vois. Okay. Et je me disais, je vais trop faire des pancakes le matin, mais c'est chiant de les faire. Et je voulais trop une machine, tu vois, qui te sort ton petit pancake comme ça et tout. En vrai, j'avais toujours des idées comme ça. Parce que tes parents, ils entreprenaient aussi? Non, pas du tout. Okay. Mes 2 parents sont salariés. Ok. Mais j'avais toujours des idées et j'étais en mode on pourrait inventer ça et on pourrait faire ça. Donc déjà j'avais un peu la graine dans ma tête et après il y a eu un premier déclic où j'ai fait un voyage en sac à dos en Amérique latine pendant 4 mois et genre tout le monde m'avait dit non mais n'y va pas, genre c'est hyper dangereux, tu vois, j'allais au Brésil et tout, n'y va pas, c'est hyper dangereux, t'es folle de faire ça et j'y suis quand même allée. Et quand je suis revenue, et ça s'était hyper bien passé, tu vois. Genre vraiment, j'ai eu 0 galère là-bas. Ok. T'étais toute seule? J'étais avec des amis. Ok. Et quand je suis revenue, mais je me suis dit, mais si j'ai réussi à faire ça toute seule, enfin pas toute seule, mais tu vois, si j'ai réussi à faire ça avec des gens, mais
et qu'il m'est rien arrivé, en fait, j'ai eu un peu un sentiment d'invincibilité, tu vois. Quand tu fais un truc dur, dont tu as peur, et que tu arrives à le faire, et ben après, tu dis, en fait, Ouais. tu vois, ça va, tu vois, je peux repousser mes limites, je peux aller encore plus loin, je peux aller chercher plus loin. Et du coup, j'ai eu un premier déclic là en mode, mais en fait, tout est possible, tu vois. J'ai vraiment dit, genre, tout est possible là. Genre, je suis partie 4 mois, j'avais pas beaucoup d'argent, je me suis débrouillée, tu vois, j'ai rencontré des gens, je parlais pas espagnol, j'ai appris l'espagnol, enfin, tu vois, genre, tout est possible. Vraiment, je suis revenue en mode, avec un nouveau mindset. Et ensuite, moi, mon rêve, en fait, quand j'ai fait une école d'ingé, c'était à la base de travailler dans une maison de luxe. Moi, je voulais grave travailler dans la mode, maison de luxe, tu vois, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler chez Louis Vuitton. Et Trop donc, bien. J'adore j'avais... cette marque. Ouais, moi aussi. Et donc, j'avais atteint un peu, tu vois, mon Graal, tu vois, en mode, Ouais. bah, ok, meuf, t'as fait tes grandes études, t'as réussi à rentrer dans la boîte de tes rêves, t'es chef de produit dans un truc et tout, enfin, trop stylé, tu vois, t'habites à Paris, tu te balades à Rivoli avec son café à la main, en mode, tu vois, genre le truc que t'avais mis sur ton mood board. Et sauf que quand j'ai atteint ce truc, bah, je me suis dit, en fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce que j'ai envie de faire, parce que je me sentais bridée, en fait. En tant que salariée, je me sentais bridée, je me sentais... Enfin, je sentais que je pouvais faire plus et que le cadre de l'entreprise me bloquait. Et aussi, c'était un environnement qui était hyper stressant pour moi. Ok. Tu vois. Pourquoi? Avec le monde ou les heures de travail ou genre... Déjà, il y a beaucoup de travail. C'est quand même un milieu où... Enfin, tu vois, tu taffes pas non plus avec les gens les plus friendly de la planète. Moi, j'ai jamais été salariée. Donc, je sais Ouais. même pas ce que c'est que la vie de salarié. Tu devrais faire genre juste un test pendant 1 mois juste pour voir comment tu résistes. En vrai, je pourrais pas. Juste Ouais. mettre un réveil pour être à l'heure le matin, je pourrais pas. Ouais, déjà. Et après, tu respectes quand même une hiérarchie, Ouais. tu respectes des codes. Je pense qu'il y a beaucoup de process aussi. T'as beaucoup de process, dans une donc grosse boîte, tout est lent. Pas lent, parce que Vuitton, c'est quand même une boîte qui va vite, mais tu vois, tu dois faire valider des trucs, t'as des, entre guillemets, des comptes à rendre, même si c'est des trucs qui sont normaux, en fait, mais moi, ça me mettait beaucoup la pression, et vu que je suis quelqu'un, quand je fais un truc, bah, je le fais à 1000, tu vois, et du coup, bah, je me donnais beaucoup dans mon taf, du coup, j'étais épuisée, et je sais pas, j'étais stressée, tu vois, parce que, je sais pas, j'ai envie de hyper bien faire pour les gens et tout. Et tu vois, le stress que j'avais après dans l'entrepreneuriat, j'avais quand même du stress, mais c'est un stress qui était totalement différent. Parce que c'est un stress qui est parfois plus grand, mais je le supportais mieux parce que je me disais, mais c'est pour moi, tu vois. Et du coup, j'étais beaucoup plus alignée avec le stress de l'entrepreneuriat que le stress du salariat, où je trouvais pas forcément de sens derrière. Et du coup, voilà, donc il y a eu ce déclic-là où, in fine, je me suis dit, bah, le projet de carrière que j'avais, bah, je suis en train de le remettre en question et finalement, je me dis que c'est pas forcément ça. Et il y a eu le Covid qui est arrivé. Et pendant le Covid, j'étais en télétravail, genre pour Vuitton chez moi. Et du coup, j'étais en mode, mais meuf, genre là, le monde est en train de s'écrouler et toi, t'es en train de travailler sur des sacs à 100 000 balles pour des gens hyper riches, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, je crois que je suis en manque de sens, tu vois. Genre, j'ai envie de faire un truc où j'ai vraiment du sens, où j'ai de l'impact, où je sers quelque chose et pas. Enfin, il y a une catastrophe entre guillemets dans le monde et genre, je fais rien pour apporter ma pierre à l'édifice, tu vois, ou pour contribuer. Et du coup, à ce moment-là, bah, avec mon associé, on faisait que de parler voilà, d'engagement éthique, engagement écologique, etc. Et on s'est dit, mais c'est le moment, viens, on lance un truc et on verra. Et en fait, vu qu'on était confinés, le seul truc qu'on pouvait faire, c'était lancer un Instagram. Et moi, à la base, j'étais pas du tout une meuf des réseaux. J'avais juste, tu vois, mon compte privé. Ok. Pourtant, aujourd'hui... Ouais. Mais à la base, c'est genre, différent. tu vois, dans le sens où, moi, dans ma tête, genre, les métiers de la com, on m'en avait jamais parlé, tu vois. Genre, je savais même pas que ça... Pas ça, je savais que ça existait, tu vois, mais on m'avait jamais mis, moi, avec un truc de la com. Vu que j'avais fait des études Ok. scientifiques, j'avais fait un bac S, j'avais fait une école d'ingé et tout, on parle pas du tout genre, de com là-dedans, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à faire... à lancer le Instagram de RISAP, enfin déjà je savais même pas que c'était en train de faire de la com, tu vois. Je me suis juste dit bon ok, là il faut qu'on lance un truc. Le seul moyen qu'il y a de faire un truc aujourd'hui, vu que tout est fermé, on peut pas aller dehors et tout, bah c'est de faire un compte Instagram et commencer à parler dessus. Et donc j'ai juste pris de manière hyper intuitive et mon tel, et j'ai commencé à faire des stories face cam en disant voilà, on va lancer un projet. Ah ouais? Ouais, de ouf. Et j'ai regardé récemment, tu vois, mes archives
pour voir mes premiers stories. Et j'étais en mode, oh my god, qu'est-ce que je faisais, tu vois. Genre vraiment, j'avais genre aucune peur du regard des autres ou aucune peur de... Mais Je c'est faisais génial, n'importe hein. quoi, ouais, vraiment. Vraiment, je faisais des blagues et tout en face cam, mais vraiment, c'était... j'étais... Enfin, je pense que j'avais pas conscience de ce que c'était encore. Mais bref, du coup, ça a quand même marché. Donc, on a commencé à faire un compte Instagram qui a hyper bien pris en fait pendant le confinement parce qu'en gros, on lançait des challenges déjà à l'époque Ok. et on lançait des challenges en mode euh, challenge d'upcycling. Donc chez vous, prenez des vêtements que vous n'utilisez plus et refaites des pièces. Et après, vous nous les envoyez et on va faire un petit concours à la fin où on va voter, etc. Tu vois. Ok, trop bien. Ouais, et on était un petit compte, tu vois, je sais plus, on devait avoir peut-être 800 followers quand on a lancé notre premier challenge, et on a eu genre 1000 participants. Ok. Non, pas 1000, c'est impossible. Je me disais 1000, c'est possible. On a eu genre 50 participants, Ok. et du coup, on s'est dit, bah, il y a un truc de ouf, et tu sais, quand tu fais un challenge, c'est hyper bien pour l'algo sur Insta, parce que d'un coup, quand tu fais les votes, tout le monde vient sur ton compte en même temps, et t'as plein de gens qui répondent à ta boîte à questions ou à tes trucs de réponse là sur Insta. Et du coup, ça fait péter ton compte. Et du coup, on avait fait ça. Et en fait, d'un coup, on avait eu genre, je sais pas, 2000 abonnés, tu vois. Ok. Et voilà, et en fait, tout est allé hyper vite. Et vu que ça a commencé à prendre, bah, moi, en fait, j'étais en stage de fin d'études chez Vuitton. Et quand mon stage s'est terminé, et bah, j'ai dit, bah, on avait déjà fait des premières ventes, on avait déjà un compte Instagram, on était déjà un petit peu lancé. Je me suis dit, bah, ok, bah, je m'arrête là, et enfin, entre guillemets, avec mon diplôme et le salariat, et je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ok. Putain, c'est ouf que. Parce que du coup, quand t'as créé le compte Instagram, tu vendais pas encore. Non, T'as attendu de voir que enfin, t'es la communauté et que t'es déjà engagé pour pouvoir vendre. ouais. On a fait d'abord une communauté avant Ok. de créer un produit. Et en fait, même, on n'avait même pas d'idée hyper précise encore de ce qu'on allait faire. On a juste, tu vois, créé un compte Insta en disant ça va s'appeler Risap et on va parler de mode éco-responsable. Mais on n'avait même pas encore l'idée de l'upcycling, tu vois. Ok. On a juste réuni des gens qui étaient intéressés par consommer une meilleure mode. En fait, si tu veux, on est parti un peu du pain, genre qui est bah, aujourd'hui, nous, on s'habille chez Zara, chez H&M et tout, mais on a envie de changer parce qu'on n'est plus vraiment fiers de porter ces vêtements-là. Et ça ne nous correspond plus, parce qu'en même temps, il y avait le scandale des Ouïghours qui avait éclaté pendant le Covid, Ok. Ah oui, c'est vrai, je je me me rappelle. souviens. Et Ouais. du coup, ça commençait à vraiment, on commençait à vraiment plus en parler, tu vois, de ah ben en fait nos vêtements ils sont faits à l'autre bout du monde par des enfants, par des esclaves et tout. Et du coup, on a commencé à dire ok, mais nous on n'est plus alignés à porter ces vêtements-là, mais venez on trouve une solution, tu vois. On n'avait pas de concept. Et donc, on a Ok. juste créé une page qui disait ça et qui, en gros, on mettait des sondages, on faisait beaucoup de débats en story, je parlais énormément en DM avec les consommateurs pour essayer de vraiment comprendre, tu vois. Dire, ok, bah, toi aussi, t'aimes plus la fast fashion, mais qu'est-ce que t'aimerais, tu vois, comme type de produit, quel est ton budget, tu vois. Et Mais ça, je j'essaie. trouve ça trop fort. Je sais que, tu vois, je vois beaucoup de gens qui arrivent sur le marché, qui lancent des produits, des services, mais ils arrivent et ils vendent direct. Mm. Et moi, j'ai fait bah, la même chose que toi. De base, je partageais juste, je donnais enfin, plein de valeurs, je partageais ce que je faisais et tout. Et c'est en discutant avec ma communauté que j'ai créé Liberté Digitale. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui oublient de discuter avec une audience ou leur communauté pour justement vraiment comprendre bah, leurs problématiques, comme toi tu l'as fait, et leurs objectifs. Et je pense que c'est un truc où c'est... Franchement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais si tu le fais, tu construis le produit ou Mm. le service parfait. Ça fait Enfin, sur le long terme, ça te fait gagner grave du temps. Parce que, enfin, en fait, au lieu de comme tu dis, il y a beaucoup de gens, ils passent 6 mois tout seuls dans leur chambre à construire un BP, à construire une présentation, à prendre des graphismes pour faire des modélisations d'un produit, etc. Et en fait, sans jamais parler à leurs clients. Et au bout de 6 mois, ils sortent un truc, mais en fait, ça correspond pas aux besoins, ça correspond pas à la demande, il y a un truc qui va pas, etc. Et donc ça, c'est le pire truc à faire. Et, euh, et construire en fait en interaction constante avec ton client, c'est bah déjà ça fait économiser du temps, de l'argent et ça te permet que quand tu sors ton produit, tu es sûr que tu as une audience en fait en face.
que ça sert à quelque chose. Et que tu connais ton client. Enfin, moi, aujourd'hui, je connais vraiment mon avatar cible sur le bout des doigts. Je sais exactement ses problématiques, je sais ses objectifs et je sais les verbatims, genre vraiment les mots qui vont l'impacter. J'ai vraiment essayé de discuter. Enfin, j'ai passé, je pense, des centaines, même des milliers d'heures à discuter. Parler avec elle. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui a fait que j'ai créé l'offre, que j'ai créé la formation, que j'ai tout bien répondu à vraiment toutes les problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, il y a plein de monde qui passe beaucoup, beaucoup de temps, des mois à dépenser de l'argent, à faire des trucs. Et au final, ils arrivent, ils pensent qu'ils ont la meilleure idée du monde. Mais souvent, c'est parce qu'ils répondent à leurs problématiques à eux, ou en tout cas ce qu'ils pensent être une problématique, et ils n'ont pas assez écouté leur audience. Et je trouve ça super intéressant que tu racontes que vous ayez fait ça, parce que c'est vrai que j'en avais jamais parlé ou je le mettais pas en avant. Et justement, à partir de quel moment tu as vraiment créé la société et que tu t'es dit, ok, je vais structurer ça. J'ai vu que vous aviez des bureaux, vraiment ça s'est développé de fou. Du coup, donc on a commencé sur Insta. On a passé 1 an quand même à vraiment être en constante échange avec nos clients cibles. En fait, on avait une amie qui nous avait prêté l'étage de sa boutique. Ah oui, j'ai vu ça. Et du coup, c'était le meilleur truc qui aurait pu nous arriver, tu vois, parce que ça a permis... je pense que quand tu as un produit physique au début, il faut vraiment... le tester, il faut vraiment faire du physique et le tester avec des gens en direct live, même si in fine tu veux faire du online après, passer par une première phase de physique, c'est hyper important parce que tu apprends tellement de choses en boutique quand tu vois les clients. En fait, tu les observes, tu vois vers quels produits ils vont en premier, qu'est-ce qu'ils vont essayer, c'est quoi les questions qu'ils posent, tu vois. Et en fait, tu fais ça une semaine et tu sais exactement quel est le produit qui fonctionne, pourquoi, etc. Et tu comprends exactement que... Enfin, nous, au début, on faisait, tu vois, de la seconde main et quelques pièces d'upcycling. Ok. Et en fait, très vite, en faisant ça, on s'est rendu compte que les gens, les premières pièces qui catchaient, c'était les pièces d'upcycling. Et les pièces qu'ils essayaient, c'était les pièces d'upcycling. Et en fait, petit à petit, on a fait de plus en plus d'upcycling, tu vois. On faisait 50-50, 60-40. Et au bout d'un moment, on a dit, en fait, les gens sont vraiment intéressés. Enfin, ce qui fait notre force et ce qui nous différencie, c'est vraiment la partie upcycling. Donc, viens, on fait une marque d'upcycling. Donc, tu vois, l'idée de faire une marque d'upcycling, elle est venue 6 mois après le lancement, tu vois. Ok. Ah oui, ça a constamment évolué, en fait. Ouais. En fait, au début, c'était de la seconde main. Après, c'était la seconde main qu'on réparait, qu'on customisait et tout. Et après, c'était de l'upcycling. Mais dans le sens où, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui restent face à leur feuille blanche et qui disent « Ok, je vais écrire un projet, etc. » Le seul moyen de développer un projet, c'est d'être dans l'action et c'est d'être en train de faire des choses, tu vois. Et quand tu fais les choses, tu trouves les solutions et tu trouves les réponses à tes questions. Mais si t'es si t'es statique, c'est impossible, vraiment impossible, parce que tu découvres des trucs en avançant et en interagissant avec les gens, en interagissant avec ton marché, etc. Et donc nous, progressivement, on est parti. Et en fait, si on était resté au tout début en disant ouais, RISAP, nanana, on n'aurait jamais trouvé l'idée de l'upcycling, tu vois. On était obligé de faire ces petites actions avant pour arriver à l'idée de l'upcycling. C'est un chemin, en fait. Et il y a des étapes qui sont incompressibles. Donc nous, on a commencé ce chemin. Et en fait, au début, et c'est pour ça que les gens le font pas, parce qu'au début, t'es obligé de te tromper, t'es obligé d'avoir faux, t'es obligé de confronter à des clients qui vont pas aimer ce que tu fais au tout début parce que t'as pas encore trouvé la bonne réponse. Comment tu le ressentais, ça, quand il y avait quelqu'un qui aimait pas forcément un de tes produits? Au début, c'est vrai que au début... Tu prends trop à cœur, non? Ouais, tu prends à cœur. Ouais. Parce que c'est toi au début, tu vois, tu dis, mais comment ça, elle aime pas, c'est mon idée. Mais après, je pense que quand t'avances, t'apprends aussi à prendre du recul et en fait à voir tous les retours, entre guillemets, négatifs comme des pistes d'amélioration. Et en fait, ces retours négatifs sont hyper précieux parce que c'est ce qui te permet de construire le produit qui va vraiment leur plaire après. Et en plus, il vaut mieux avoir des retours négatifs parce que ça veut dire que la personne, elle est frustrée et qu'elle a envie de ton produit, mais juste qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas, que de l'ignorance, tu vois. Si ton idée, elle plaît vraiment pas, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Si ton truc, il sert vraiment à rien... les gens, ils étaient intéressés par les valeurs de la marque, je pense, et la mission, le projet, et ils voulaient vraiment vous soutenir, mais il y avait un truc qui allait pas, et vous avez fait en sorte de comprendre, justement,
ce qui bloquait pour l'améliorer. Et tu dirais que dans ton temps, justement, ça a représenté combien, tu vois, la partie recherche-développement, ou en tout cas comprendre le client, versus fabrication, versus marketing. C'était une grosse place ou tu penses que c'était tout kiff-kiff? Mais en fait, vu qu'on était en boutique, en gros, on avait genre un étage, on avait la boutique, et on avait fait un petit atelier, genre c'était une table avec une machine à coudre, tu vois. Ok. Et du coup, on était en permanence en train de faire les trois. Ok. Donc les clients, ils montaient, donc ils nous voyaient en train de travailler, et il y avait les pièces. Donc on était en permanence en train de écouter les clients, produire des nouvelles pièces et faire du marketing. Enfin, on était tout le temps à faire des stories. Donc on montrait tout ce qui se passait. On faisait vraiment une stratégie déjà de build in public, de montrer toutes les coulisses de l'aventure, de vraiment entraîner les gens avec nous dans cet esprit de communauté, tu vois, de regarder, on vous montre toutes les étapes par lesquelles on passe pour développer vraiment le produit dont vous rêvez. Donc, en gros, c'était les trois en permanence. Et à chaque fois, tous les jours, on créait des produits qu'on améliorait, qu'on ajustait par rapport au feedback qu'on avait en direct dans la boutique. Ok. Au final, comme vous faisiez tout à la main, du coup, c'était plus facile de pouvoir proposer au final les produits aux personnes? Ouais, en gros, on produisait nous-mêmes directement en live, à la main, en effet, avec les machines. Et puis, direct, on mettait sur le portant, tu vois. Ok. Et comment ça a évolué jusqu'au passage à Qui veut être mon associé? Parce que du coup, je me dis, c'est trop bien, tu vois, tu passes de je lance le compte Instagram, je teste, ensuite je crée vraiment les produits, je fais en sorte de fitter avec les personnes. Et qu'est-ce qui a été le moment où tu t'es dit, vas-y, je vais faire une levée de fonds ou... Enfin, je sais pas quelle était l'idée. Enfin, j'imagine que c'était la levée de fonds, mais est-ce que tu avais un objectif aussi de notoriété derrière ou toi de te challenger? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris? Ouais, du coup, on a évolué comme ça progressivement, donc avec au début un vrai objectif de notoriété avec Insta et de développer un produit. Et ensuite, en fait, on a eu des opportunités qui sont venues à nous très rapidement. Ok. Donc, dans la première année, on a été contacté par les Galeries Lafayette. Ouais, j'ai vu, vous aviez un corner. Ouais. Galeries Lafayette, c'est ouf. Donc, c'était ouf. Et donc, on était même une petite marque. Et vraiment, quand ils nous ont contactés, on était en mode, mais comment on va faire? Et donc, on a été contacté par les Galeries Lafayette. Donc, on est arrivé là-bas. On a été contacté par Levi's. On a fait une collab avec Levi's la première année de la marque. C'est ouf. Et en fait, tout ça, c'est grâce au réseau, tu vois. C'est parce qu'en fait, Ah ouais? tout le monde nous dit, mais comment vous avez fait, etc. Vous avez démarché qui? En fait, on n'a jamais démarché presque dans toute l'histoire de RISAP. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de se rendre tellement visible et tellement, genre, innovant ou différenciant des autres que on n'avait que de l'entrant, tu vois. Okay. Donc, en gros, c'est comme ça que Levi's est venu à nous, Galeries Lafayette, et après plein d'autres, tous les projets qu'on a fait après. C'était pour la marque ou parce que toi, tu communiquais déjà en ton nom pour la marque? Non, moi je communiquais. Tu communiquais pas encore? Ah ouais? Non, moi j'avais toujours, à l'époque là, j'avais toujours mes réseaux fermés, perso et tout. Et c'est que récemment que j'ai ouvert mon compte. Mais au début, c'était vraiment, on communiquait que RISAP. Et donc on a vraiment développé une stratégie de contenu autour de la marque. Et du coup, jusqu'à après déménager dans un vrai atelier de 30 mètres carrés dans le 14e. Et après, un an après, déménager dans un autre atelier de 90 mètres carrés dans le 19e. Et donc là, commencer à embaucher, avoir notre première CDI. Comment ça s'est passé ça, de te dire ok, je vais déléguer, je vais avoir mon équipe? C'était grave cool. Après, nous, on a toujours eu une équipe, tu vois. Genre, vraiment, même au début, il y avait des gens qui voulaient bosser avec nous. Donc, ouais. Donc, on a toujours eu une équipe et j'ai toujours trop kiffé bosser en équipe parce que je trouve que l'engouement, il est quand même différent quand tu es avec une équipe, que tu peux partager tes réussites, tes échecs, quand aussi tu peux avoir un boomerang créatif. Donc moi, j'ai toujours kiffé. Mais ça, je le découvre que maintenant, moi, tu vois. Ouais, moi, parce que j'ai été freelance, après solopreneur, et après j'ai monté mon équipe. Et j'ai toujours eu ce truc de me dire, c'est mon projet, du coup, c'est à moi de le développer, entre guillemets. Et j'avais du mal de faire confiance aux gens. Et parce que je me disais toujours, il n'y a personne qui va être aussi emballé que moi par mon projet. Alors que si. Et en final, c'était complètement faux. Et là, justement, j'ai fait le team building la semaine dernière.
Et genre, enfin, mon équipe elle est juste incroyable. Genre, ils sont trop motivés, encore plus que moi. Mais oui, Genre, eux, ils voient genre un truc à 100 000 à l'heure, ils veulent toujours faire mieux, ils sont jamais satisfaits. Enfin, si, ils sont satisfaits, tu vois, au fin de mois, mais après, ils me disent, mais Justine, pourquoi j'ai toujours envie de faire plus? Et c'est trop bien. enfin, mais oui, et ça apporte au final. Mm, Et exactement. Avoir une bonne équipe, ça te porte à aller toujours plus loin et même à aller beaucoup plus vite. Tu vois, parce que nous, on a toujours eu une équipe, mais heureusement, tu vois, parce que ça nous a permis de justement d'aller plus vite, d'être soutenu et d'avoir une énergie beaucoup plus. Parce que ça te motive beaucoup plus de dire, vas-y, bah, je vais aller le matin et je vais retrouver 5 personnes avec qui on va passer une trop bonne journée, avec qui on va rigoler, avec qui on va créer des choses, que de dire, bah, vas-y, je vais être toute seule toute la journée chez moi, tu vois. Donc nous, on a toujours eu voilà, une super énergie d'équipe, toujours eu plein de talents, des gens hyper motivés à travailler chez RISAP. Donc ça a vraiment été une force énorme. Et, euh, et après, donc voilà, il y a eu plein de steps qu'on a passés, tu vois, embaucher, avoir des grands bureaux, créer notre propre atelier. Enfin, on a passé plein de steps et jusqu'au step de qui veut être mon associé. Et donc là, en fait, on avait juste postulé au, au truc là, au casting en ligne. ok. Et, et on a eu une réponse genre directe. Et au début, j'avais dit à mon associé, bah, viens, on postule, on verra, tu vois, sait-on jamais. Tu vois. Et en fait, on a déposé la vidéo à 16h et genre à 19h, le Ah ouais? casteur il nous a rappelé en mode, bah, on adore votre profil, etc. Est-ce qu'on peut se voir demain? Et donc, on a tout préparé hyper vite, ce qui te demande plein d'infos. Donc, on est parti les voir. Et après, le casting, c'est un long processus avec un peu les montagnes russes, tu vois. Ils nous ont dit oui, puis non, puis vous êtes sortis du casting, puis Ah finalement vous êtes ouais? revenus dans le casting. Ouais, genre vraiment. Et c'était vraiment hyper intense jusqu'au moment où ils nous ont dit ouais, enfin, vous avez été remis sur liste d'attente. Et ils nous ont dit ça genre un lundi à midi. Et genre lundi à 16h, ils me rappellent et ils me disent finalement c'est bon, vous passez. Mercredi, 8h. Il y avait genre pas beaucoup de temps pour Ouais. se préparer. Et donc là, bah, nous, on avait prévenu personne parce qu'on voulait pas faire de fausses joies, tu vois. Bah ouais. Donc à ce moment-là, on prévient l'équipe. On est en train de lancer une collection, donc on a déplacé, déplacé le lancement. On a tout annulé, on dit, ok, maintenant on se focus sur l'émission. On a eu bah, moins de 48 heures pour tout préparer. Bah ouais. Donc il fallait préparer genre nos tenues, bah, le pitch, notre valo, enfin vraiment plein de trucs. Donc en gros, on n'a pas dormi pendant 48 heures et on est arrivé sur le plateau et voilà, on a pitché. Et mais enfin, en fait, moi, j'ai jamais eu à pitcher. Et je me dis, mais si aujourd'hui on me demande de pitcher, genre, j'aurais Tu dis trop quoi? peur. Ouais, c'est ça, je dis quoi? Mais moi, je sais pas me vendre. C'est ça mon problème. Genre, les gens me vendent mieux que moi, j'arrive à me vendre. Et je me dis, mais enfin, est-ce que enfin, comment t'as appris à faire ça? Mm. Enfin, comment tu t'es Bah, préparé, tu vois? Ou tu as vraiment été au talent? non, non, non. Non, non, c'est préparé. Après, on n'avait pas beaucoup de préparation. Mais en fait, Ouais. vu que ça faisait quand même 2 ans et demi qu'on avait la marque à ce moment-là, on était quand même entraînés, tu vois. Hmm, On avait déjà pitché plein de fois, on avait ok. déjà le discours qui était rodé. Mais après, là, on a retravaillé un pitch spécialement pour l'émission parce qu'il te demande un format, etc. Ok. Donc, on a quand même préparé, on a répété. On avait répété toute la nuit, nanana. Et après, bah, moi, j'étais hyper stressée vraiment avant de passer dans l'émission. Normal. Ouais, mais et après du coup t'arrives et bah tu répètes ton pitch, mais en effet se vendre c'est un exercice qui est pas facile et je pense que tu l'apprends vraiment dans un modèle start-up Ouais. parce que t'es confronté en fait à parler à tellement d'acteurs et surtout dans le milieu start-up enfin en fait tu parles à des acteurs qui sont un peu genre la vieille école tu vois genre tu vas être confronté à beaucoup bah, d'hommes de 50 ans tu vois et donc, en fait, t'es obligé. Nous, au début, on arrivait comme ça en mode nanana. Et en fait, tout le monde nous prenait pour des petites. Tu vois, tout le monde nous prenait pour. Ah, vous êtes mignonnes, les filles, tu vois. Et en Ok. fait, à un moment, bah. Faut avancer, quoi. Et puis, t'en as marre que les gens ils te disent ça. Et du coup, bah, tu comprends qu'il faut que tu changes de posture. Et quand t'arrives au rendez-vous, bah, en fait, même si t'es pas. Même moi, c'était pas du tout mon caractère aussi, tu vois. Mais d'arriver et dire, bah, voilà, nous, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et donc, nous, on vaut ça, tu vois. En fait, t'es obligé de ce que tu penses être te la péter, en fait, Hmm, c'est
obligatoire, nécessaire quand t'es face à ces gens-là, tu vois. Ok. Mais je vois parce que tu vois, moi maintenant, enfin depuis que je suis à Paris, je me présente différemment. Mm. Enfin, tu vois, je sais que de base, je dis, bah, j'aide les femmes à devenir community manager ou créer leur activité en ligne. Et tu vois, à chaque fois, on me dit, ah, mais du coup, ça marche bien. Et je dis, bah oui, ça va. Oui, c'est bien. Et en fait, maintenant, je suis obligée de dire, bah, j'ai 3 000 élèves. Et tu sais, genre, à chaque fois, enfin, Ouais, je pose les bases, tu vois. t'es obligé. Et je suis obligée de dire bah, que, ouais, je suis une femme d'entrepreneuriat, que machin. Et à chaque fois, les gens, tu vois, ils me regardent, ils me disent, ah ouais, ah oui, c'est vrai, ah c'est Mais ouais, parce qu'en bien. fait, vu qu'on est des femmes et qu'on est hyper jeunes, mais les gens, ils te prennent pas au sérieux, tu vois. Mm, mm, Et donc, nous, on l'a vécu, mais fois 1000, tu vois. Les gens, ils nous prenaient grave pas au sérieux. Mais moi, les gens, ils rentraient dans le bureau, ils disaient, euh, elle est où la responsable? Tu vois, genre, vu qu'il y avait que des jeunes dans la... mm. Ouais, Ils savaient pas qui était là. Et du coup, je disais, c'est moi, et tu sais, ils me regardaient un peu en mode chelou, tu vois. Genre, quand j'appelais pour les trucs, tu sais, d'Opco et tout, nana, ouais. les gens, ils me disaient, enfin, ils me prenaient pour moi l'élève. Ils disaient, du coup, vous allez rentrer en alternance dans quelle école? Ah oui. Ouais. Et j'étais en mode, Ah, non, je suis c'est morte. pour moi prendre quelqu'un en alternance. Ok, mais tu Tu vois? sais que même moi, des fois, enfin, c'est trop, enfin, ça me fait trop rire, mais des fois, je raconte ce que je fais ou je sais pas quoi, on me dit, mais du coup, t'es en prépa? Ou Ouais, alors, on me c'est ça. dit, vous avez la carte étudiante? T'es en stage Et là à chaque ou? fois, je suis en mode, non, chef d'entreprise. De ouf. Et du coup, bah, enfin, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est vraiment une question de posture Mm, et c'est une mm, question mm. de toi, comment tu te présentes, comment tu t'affirmes. Et il faut que tu mettes, faut un peu genre compenser du coup, malheureusement, même si j'aimerais bien que ce soit pas le cas, mais t'es obligé de compenser et de dire bah voilà, nous on a fait ça, donc nous on est une marque de upcycling, on est aux Galeries Lafayette, on a fait une collab avec Levi's et aujourd'hui on est à 50K sur Insta, tu vois. Là les gens disent ah waouh, tu vois. Mais tant que t'as pas fait de preuves, t'as pas prouvé un truc et t'as Mm, pas mm, montré mm. genre que t'as été validé par des grands trucs, les gens ne calculent pas, tu vois. Et je l'ai vécu aussi parce que j'ai fait plein d'incubateurs et j'ai fait plein de pitch avec d'autres gens. Et il y a une énorme différence genre, sur comment les femmes pitch et les hommes pitch, tu vois. Et Ok. je me rappelle d'une fois où j'avais pitché avec un autre gars et, euh, et que mon projet était 1000 fois plus avancé que le sien. Lui, il avait encore rien, tu vois. Et on a pitché tous les deux. Et à la fin, la fille, elle a dit ouais, bah super. Maxime, super bien, t'as super bien avancé ton projet et tout. J'ai l'impression que là, t'as vraiment pas besoin d'aide. Par contre, Mona, ouais, bah, je pense qu'on pourrait refaire une petite séance de coaching ensemble parce que là, je vois que t'as des blocages. Alors que j'avais 1000 fois plus avancé que l'autre, tu vois. Et c'est juste une manière de comment tu te vends. Mm, mm, Et les mm. hommes, ils ont pas peur de dire moi, j'ai fait ça Ouais. et j'ai fait ça. Et même à Mm. se survendre. Et nous, on se sous-vend, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, j'ai remarqué. Genre, je sais que même moi, tu sais, quand je cherchais des stages ou quoi, je n'osais pas trop me vendre, j'arrivais un petit peu toute timide. Et je pense que dans le milieu start-up, en fait, tu es obligé d'arriver et d'avoir vraiment Ouais. confiance en toi Et fois mettre de 1000. la sauce, quoi. Ouais. Mais tu vois, Vraiment. j'avais regardé les chiffres et je crois qu'il y a que 30% de femmes chefs d'entreprise en France. Et je crois qu'il y a que genre 12% de femmes 'fin, qui réussissent à lever des fonds. Et je trouve ça fou. Ouais. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, même enfin, quand tu regardes la plupart des boîtes. Enfin, non, là, je sais pas si tu as vu. C'est la première femme française à avoir une licorne, celle de Front. Genre, c'est Hmm. tombé là cette dernière semaine, tu Trop vois. bien. Je me dis, il y a une seule nana qui a une licorne dans. Enfin, tu vois, la France. Mais après, je pense que c'est juste qu'il y a peu de femmes qui se lancent et qui osent. Et Ouais, justement, c'est pour ça que tu vois, j'ai fait le podcast, que bah, j'invite des personnes comme toi. C'est justement pour montrer que, bah, en fait, il faut entreprendre, il faut essayer carrément. et que bah, des fois ça marche, des fois non. Mais c'est aussi pour ça que j'étais là d'ailleurs. Et c'est nous raconter bah, à la fin de Ressap, enfin, comment ça s'est passé, pourquoi tu as pris cette décision-là et comment aujourd'hui tu en as pris une force. Et, enfin, je pense que ça t'a littéralement donné de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons pardon. Et ouais, je veux bien que tu nous racontes pourquoi tu as pris cette décision-là, comment ça s'est passé et du coup aujourd'hui quoi. Hmm. Bah, du coup, donc, arrivé au bout de 4 ans d'entreprise, en fait, il y a eu plusieurs éléments. Mais le premier, donc, c'est qu'en fait, on avait un problème de marge sur nos produits. Et du coup, on a dû refaire un repositionnement de la marque pour pouvoir augmenter nos prix.
Donc on a fait une nouvelle gamme, une nouvelle collection avec des nouveaux, une nouvelle direction artistique, des nouveaux designs qu'on a sortis à Noël dernier. Mm. Et en fait, cette nouvelle collection, elle n'a pas marché à la hauteur de nos attentes. Alors que pour nous, normalement, Noël, c'est une super période. Ok. Donc ça a été le premier élément qui nous a mis en difficulté financière. Parce que dans un monde startup, en général, tu n'as pas beaucoup de trésor, pas beaucoup de cash. Donc ça a été un peu un gros coup. Et après ça, c'était janvier, février, c'est des mois qui sont aussi pas très bons. Et donc c'était soit on repartait à fond et on repartait pour chercher plein de contrats pour se redonner à 1000, soit on disait qu'on arrêtait là. Et en fait, je pense qu'on était aussi arrivé à un moment où on était épuisé en tant que fondateur. Et donc, on a pris la décision de s'arrêter là parce que aussi, en fait, nos difficultés commençaient aussi à avoir un impact sur nos fournisseurs, sur notre équipe, tu vois, sur d'autres personnes outre que nous. Parce que quand tu entreprends, tu dis, OK, moi, je me mets dans le dur et c'est OK, mais parce que c'est moi, tu vois. Mais quand tu commences à mettre d'autres gens dans le dur, il y a aussi le moment où tu dois prendre ta responsabilité de dirigeant et qui est aussi de savoir arrêter au bon moment. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a un moment, il faut être responsable, tu vois, et dire tu peux pas laisser des gens dans un flou. Donc on a pris la décision de s'arrêter. Et après, au-delà de ça, il y a eu plein d'éléments comme le fait que 2023, c'était une année très difficile d'un point de vue économique. Le Made in France les prix ont grave augmenté. J'ai vu, tu disais que le coût du jean avait augmenté. Ouais, dans la une matière vidéo. première Ouais. La matière première, donc nous, c'est de la matière de seconde main qu'on achète. Et donc, les centres de tri ont grave augmenté leur prix. Et en fait, tout le monde a augmenté ses prix, tu vois, même l'électricité, l'énergie et tout. Et ce qui a fait que nous, on avait déjà un problème de marge. Mais notre problème de marge, on n'arrivait même pas à le rattraper parce que dès qu'on augmentait les prix, nos coûts de revient, ils augmentaient aussi. Et nos charges, elles augmentaient de ouf. Et donc, et en fait, du coup, ça fait on était tout en train de courir après l'argent. Ok. Et en fait, c'est hyper épuisant de tous les mois courir après l'argent. Bien qu'on avait une croissance et que ça fonctionnait bien, et qu'on avait des clients, tu vois, qu'on avait une belle visibilité, malgré ça, si on avait un problème de marge, et du coup, soit il fallait avoir des financements externes, sauf que pareil, 2023, c'était une année hyper compliquée en financement externe, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de levée de fonds. Les, les business angels, ils se sont un petit peu retirés du marché, etc. Et donc en fait, c'est plein d'éléments du marché, de notre business, la spécificité du business upcycling, mode responsable, etc. Plus nous, les fondateurs, où en fait on était cuits un petit peu sur ce modèle-là, qui a fait qu'on a pris la décision d'arrêter et de fermer la boîte. Et ça a été une décision qui a été hyper, hyper dure à prendre, parce que c'est dur de se dire ça fait 4 ans que je travaille sur un projet et là je vais arrêter et partir avec rien. Donc c'est quand même hyper dur, et même émotionnellement, parce que c'est vraiment ton bébé, t'as tout construit, tu vois, il y a vraiment une partie de toi dans la boîte. On a tout ce qu'on avait construit et tu dis là je vais arrêter tout ce que j'ai construit, et il y a une grande partie de toi qui est de ton identité qui est dans ta boîte, tu vois. Donc quand tu te présentes, tu dis je suis la fondatrice de RISAP, je suis RISAP. Quand tu vois les gens, tout le monde te dit comment ça va RISAP. Donc en fait, ça t'enlève un énorme élément de ta vie, mais après tu fais aussi beaucoup de place du coup pour des nouvelles choses. Et comment vous avez annoncé ça à l'équipe? Et surtout, toi, comment tu t'es senti par rapport à ça? C'est pareil, c'est des C'était trucs de horrible. chef d'entreprise. Bah ouais. C'était horrible. Vraiment, si tu me demandes, genre, c'est quoi le pire truc dans tout le process pour fermer une boîte, c'est annoncer à l'équipe. Vraiment. Et c'était un truc qui me stressait trop, et je m'étais trop mis la pression dessus. Et je m'étais vraiment dit, genre, quand tu vas aller annoncer à ton équipe, vraiment, il faut que tu sois exemplaire, tu vois. Parce que ce que tu vas leur dire là, c'est ce qui va leur rester de RISAP, tu vois. Ce que tu vas leur transmettre, l'énergie que tu vas leur transmettre, c'est comment ils vont voir la fin de RISAP. Et du coup, j'étais en mode, je m'étais préparée, tu vois, j'avais répété mon discours. J'étais en mode, meuf, faut que tu sois exemplaire pour elle, tu vois. Et je voulais vraiment bien faire. Et genre, je suis arrivée. Et genre, j'ai dit, on va faire bien RISAP. Et je me suis effondrée, genre. Et j'ai pas du tout tenu mon truc. Vraiment, j'ai pas du tout tenu. En fait, c'était vraiment trop, trop dur. Et du coup, je me suis effondrée et vraiment, j'arrivais même plus à parler après. Donc,
c'était vraiment hyper, hyper dur. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que genre, c'était vraiment aussi pour elle que je le faisais. Et que genre, je devais rester genre, forte et continuer pour elle. Parce que elles avaient quand même un taf Bah, bien à sûr. cause de, grâce à moi. Et je me disais, putain, mais on va les mettre entre guillemets dans la merde ou tu vois, là. Mais bon, comme tu as dit, ça fait partie des choses difficiles à faire en tant que chef d'entreprise. Et donc, il y a plein de bons moments quand tu es chef d'entreprise, mais il y a aussi plein de trucs qui sont très durs. Donc, comme prendre des décisions qui sont très dures comme celle-ci, faire des annonces qui sont très dures à tes équipes, après appeler tous tes fournisseurs pour leur dire que tu vas fermer. Il y a vraiment fermer, même après passer, faire toutes les procédures juridiques. Ah oui, j'ai vu sur LinkedIn Ouais. avec ton avocat. Ouais, et tout. passer au criminel avec l'avocat et tout, c'est quand même des moments qui sont très durs. Mais ça, t'es obligé d'y aller en physique pour fermer une boîte? Bah, moi, oui. Après, je sais pas, parce que quand j'ai mis ça sur Insta, il y a des gens qui m'ont dit, bah, moi, j'ai pas fait en physique et tout. Mais en tout cas, moi, j'étais obligée j'étais convoquée, genre. Et je devais passer avec mon avocat et tout. Ok. Après, pareil, t'es pas obligé d'avoir un avocat. Mais Ouais. Bah, c'est quand même bien d'être oui, accompagné, quelqu'un qui fait les papiers, quelqu'un qui rend la procédure plus simple. clairement. Moi, j'ai pas trop hésité, hein. J'étais en mode. En fait, c'est tellement déjà hyper dur émotionnellement. En fait, tu rentres dans un. Quand tu décides de fermer ta boîte, tu rentres dans un tunnel qui est. Horrible, je vais pas dire horrible parce que ça va faire peur aux gens, mais qui est compliqué parce que. Ouais, je pense que tu te remets en question, puis tu Ouais. dis qu'est-ce que je vais faire? C'était ton bébé, t'as passé 4 ans à tout dédier à ça. Mais en même temps, t'as pas Et... le temps. En fait, t'as toutes ces pensées-là, mais en même temps, t'as tellement de trucs à gérer Mm. que t'as pas vraiment le temps de penser à toi, tu vois. T'es en mode, ok, il faut juste que je reste, genre, forte et focus pour juste faire la procédure, fermer, faire le déménagement, tu vois, vendre les trucs, nanana, annoncer à l'équipe, tout soit closé bien, t'as plein de papiers à remplir. Et donc, t'es vraiment en mode un peu genre machine. Et après, quand ça s'arrête, t'es en mode, waouh. Tu vois, quand ça s'arrête, t'es un peu en mode. Et ça a duré combien de temps, cette période-là? En vrai, ça a été rapide quand même. Ça a duré 2 mois. Ok. En fait, en gros, t'as 2 mois et à partir du moment où tu passes au tribunal, euh, par exemple, là, c'est pas encore genre officiellement fermé, mais c'est plus toi qui t'en occupe. Ok. Ah ouais. J'arrive pas du tout à me rendre compte de comment ça marche et tout. Mais je trouve ça... En vrai, je trouve ça fou que t'aies réussi à traverser ça, entre guillemets. Enfin, comme tu le disais, moi, je pense que ce serait vraiment annoncer aux gens avec qui je travaille bah, que c'est fini. Enfin, même moi, aujourd'hui, à chaque fois, je me dis, oulala, genre, faut que je fasse bien les chiffres parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dépendent de Ouais. ce que je vais leur verser à la fin du mois. Mais enfin, tu as été super courageuse, je pense, de prendre cette décision-là au bon moment et de pas le laisser traîner et que peut-être que ce soit pire pour toi, ta santé, ton moral et même que ça impacte les équipes. Et, euh, et justement, bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être, tu vois, peur de se lancer, peur de faire face à... Bah, en fait, j'ai envie de dire que c'est un échec, mais genre, pour moi, c'est pas un échec parce que t'as appris et ça se trouve, genre, dans 3-4 ans, t'auras un projet qui sera encore meilleur et pour lequel ça te tiendra encore plus à cœur et il fallait que tu traverses ça pour le faire. Du coup, j'arrive pas à trouver d'autres mots que échec, tu vois, entre guillemets, je suis désolée. Mais parce que l'échec, c'est trop péjoratif, mais genre... Enfin, pour moi, vraiment, si là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui hésite à se lancer, qu'est-ce que toi, tu pourrais lui transmettre? Qu'est-ce que tu as appris justement de lancer cette boîte-là et de la fermer et c'est OK? Et qu'est-ce que, enfin, vraiment, tu aurais comme message à faire Mm. passer par rapport à ça? Bah, je pense que, en fait, pour réussir, t'es obligé de passer par des échecs. Mm. Et donc, peu importe si ta première boîte, elle fonctionne ou elle fonctionne pas, en fait, t'auras tellement appris que c'est ça qui compte. En fait, t'auras tellement appris dans une aventure entrepreneuriale sur comment faire du business, mais aussi sur toi. Et t'auras tellement créé un réseau, tu seras tellement développé en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, que ça vaut tellement le coup de lancer une boîte. Même si tu rates, même si au bout de 2 ans, tu te dis bah, finalement ça me plaît pas et j'ai envie d'arrêter, bah, c'est pas grave. Parce que c'est une étape de ton parcours qui te permettra de construire la suite qui sera encore mieux et la suite qui sera encore mieux, etc. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'échouer parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis tellement reconnaissante.
avec le peu de recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu cette aventure que ça m'a appris tellement, mais tellement de choses que ça valait le coup de le faire et de rater, tu vois. Et comment tu te sens aujourd'hui? Bah, ça va. Euh, En fait, j'ai l'impression d'avoir, genre, mon corps et mon esprit. Et j'ai l'impression d'avoir mon esprit qui veut trop faire plein de trucs, aller hyper vite, qui a trop plein d'idées et tout. Et j'ai l'impression d'avoir mon corps qui est quand même un peu encore en mode meuf. Et genre, reste un peu calme quand même parce que Ouais, ça fait t'as, beaucoup d'émotions. ouais, t'as vécu un choc. En fait, c'est un choc émotionnel. Ouais. Donc, c'est vraiment un choc émotionnel où, genre, tu passes par. Et c'est aussi une phase de deuil où tu passes par toutes les étapes. Donc, au début, tu fais que pleurer, après, t'es énervé, après, t'es en colère, après, des trucs. Et moi, j'avais mon système nerveux qui était, genre, vraiment en hyper activité pendant la phase de fin, tu vois, où, genre, vraiment, genre, j'étais en. Tu vois, j'étais, genre, hyper speed et, genre, j'arrivais pas du tout à calmer mon corps, tu vois. Genre, je me réveillais la nuit, etc. J'arrivais pas à être. Et donc, j'ai fait un truc, si vous voulez que je vous donne un super tips. Nous. J'ai découvert un truc pendant. Enfin, du coup, pendant toute cette période-là, j'ai aussi, genre, grave développé ma partie spirituelle, Ok. etc. Et ça m'a grave aidé à m'en sortir, tu vois. Et, euh, et à guérir, entre guillemets, plus vite. J'ai fait des séances de Cap Kundalini. Ah, ok. T'as déjà fait? Non, j'ai pas fait, mais j'ai une amie qui en fait, qui est prof. Et à Bali, c'est hyper Ah, bah, répandu. c'est. Céline? Voilà, bah, je fais avec elle. Ok. Mais tu devrais grave tester. T'as pas fait? Non, moi, non. T'as- Moi, j'ai vécu à Bali, j'ai vu un peu le côté spirituel. Mais moi, tu sais, pareil, j'ai fait bac L, j'ai fait maths. Moi, je suis très rationnelle. Ok. Et du coup, ça, c'est pas. Après, moi, j'ai eu des. Bah, pareil, j'ai des proches qui l'ont fait, qui ont adoré. Et j'ai des proches qui l'ont fait et qui l'ont regretté. Ah Tu ouais? vois? Ouais. Ouais, Bon, bah ouais, alors, ouais. faites attention. C'est mais, pour ça. mais moi, Et. enfin, ça m'a grave aidé. Mm, mm, Et je mm. connaissais pas du tout, genre vraiment. Enfin, je suis vraiment arrivée entre guillemets par hasard. Il y a pas de hasard, tu vois, mais Ok. genre avant Et tu l'as tout fait à ça. distance par webcam ou tu l'as fait en vrai, du coup? Je l'ai fait en vrai. Ok. Elle était à Paris il y a pas longtemps. Ok. Et en gros, je suis allée à la première séance sans vraiment savoir ce que c'était, etc. Et en fait, en gros, une pratique qui permet d'activer ton énergie vitale, mais surtout de te débarrasser de toutes les émotions dont tu n'as plus besoin, d'avancer, etc. Et moi, ça m'a grave aidé parce que j'ai l'impression que ça a grave renouvelé genre, toutes mes émotions dans mon corps et tout. Et ça m'a permis de nettoyer un truc et de réussir à avancer, tu vois, et à passer à autre chose. Et, euh, et voilà, et donc j'ai essayé de faire plein de trucs. Après, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de l'hypnose, enfin, j'ai fait plein de Ah trucs. ouais, t'as tout testé Ouais, carrément? en fait, en gros, j'étais en mode. En gros, dès que j'ai commencé à savoir que ça allait fermer et à voir que, genre, c'était hyper dur émotionnellement, Ouais. je me suis dit, ok, je vais tout faire pour pas que ça reste un trauma dans mon corps, tu vois. Ok. Parce que je me suis dit, moi, mentalement, genre, je peux réussir à passer le truc, mais je sais que dans mon corps, ça va être un trauma. Donc, dans l'inconscient, dans tout Ok, ça. ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit, ok, fais tous les trucs, enfin, teste plein de choses pour réussir à guérir et à faire en sorte que ce soit pas un traumatisme et justement que tu arrives à re-entreprendre après, à remonter une boîte, à remonter une équipe sans être traumatisé de ah, ben, genre, j'ai licencié des gens, j'ai ça, ça. Et donc, j'ai fait, bah, comme je t'ai dit, plein de trucs spirituels. J'ai testé, genre, EMDR, Ah, ça, je connais hypnose, pas. enfin, tout. Et le truc, et c'est pour ça que je te dis, le truc qui a vraiment marché, où j'ai vraiment vu un effet de ouf, pour moi, c'était le cap Kundalini. Ok. Et justement, comment t'as trouvé le courage de l'annoncer sur les réseaux sociaux? Déjà, j'ai pris le temps, Ouais. parce que C'est arrivé combien de temps après? bah, c'est arrivé. En gros, moi, je suis arrivée depuis début janvier. Enfin, en gros, depuis novembre, je savais qu'on était un peu sur la sellette. Donc, j'ai commencé à me préparer. Mm. Janvier, on a vraiment pris la décision. Et j'ai annoncé fin février, tu vois. Ok. Donc, j'ai eu. Genre, en gros, quand j'annonçais, enfin, je t'ai dit, quand t'annonces sur les réseaux, faut que tu sois prête. Parce que tout le monde va t'écrire, va te donner son avis. Tout le monde va t'appeler pour te dire mais pourquoi t'as fait ça ou t'aurais dû faire ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, quand j'annonce, faut vraiment que je sois prête et déjà et stable émotionnellement, tu vois. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça hyper
Enfin, je me suis dit, elle est super courageuse et super forte de l'annoncer. Et vraiment, parce que tu sais, j'ai l'impression que en général, les gens, ils en parlent pas et ils vont disparaître. Et genre, on n'a Ouais, plus de nouvelles, on sait plus ce que la marque devient. Il y a plus aucun poste, il y a genre rien, tu vois. Genre, et il y a un vide pendant plusieurs mois, plusieurs années. Tu sais, moi, des fois, je vais voir sur les comptes LinkedIn et tout pour ouais. voir ce qui se Qu'est-ce qui s'est passe, où passé? ça en est. Et justement, toi, enfin, vraiment, tu l'as annoncé sur tous les réseaux sociaux. Et genre, j'ai l'impression que au contraire, t'as reçu genre une vague Mm. d'amour, tu vois, et de soutien. Et genre, j'ai regardé les commentaires. Et tu vois, même moi, dans ma tête, ma première question, enfin, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et dans les commentaires, en fait, personne demandait. Enfin, de moi, ce que j'ai vu, tu vois, tout Mm. le monde te soutenait, tout le monde était en mode, bah, bon courage, enfin, hâte de voir la suite et tout. Mm. Et j'ai trouvé ça hyper bienveillant comme réaction Mm. de la part de la communauté. Je sais pas, toi, comment tu l'as pris. Enfin, est-ce que avant de justement revenir avec ces posts-là, et sur Insta, sur LinkedIn et tout, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou tu voulais juste pouvoir inspirer encore les gens et partager enfin, ton parcours entrepreneurial comme tu l'avais déjà fait? Ouais, bah, en fait, pour moi, c'était. Je me voyais pas du tout disparaître et. Enfin, vraiment, je me disais, c'était impossible. Sachant Projet que. sabbatique. Ouais. Sachant que moi, déjà, enfin, ce qui m'a le plus plu avec Risap, et même aujourd'hui, c'est vraiment de partager et faire du contenu. Donc, si j'annonçais pas, c'est-à-dire que je pouvais pas revenir en faisant du contenu en disant, bah, sans expliquer, tu vois. Donc, j'étais en mode, si pour repasser à l'étape suivante, t'es obligé de l'annoncer. Et surtout que j'avais l'impression aussi de devoir un peu ça à ma communauté, parce ils nous avaient tellement soutenus depuis le day one de l'aventure Hmm. que c'était pas honnête de pas leur expliquer ce qui s'était passé à la Même pour fin. tes clients, je pense. Enfin, Oui, les gens. pour mes clients, pour la communauté, pour tous les gens qui nous ont suivis, parce que vraiment on avait une communauté qui était hyper engagée, qui était hyper engagée, genre c'était ouf, et du coup de pas leur bah, pas les remercier, tu vois, et pas leur dire bah merci pour tout et voilà on ferme enfin et juste leur annoncer par tu vois c'était impossible pour moi. Ils nous avaient tellement soutenus, on a tellement partagé tous les bons moments avec eux. Genre à la fin quand on avait un truc qui se passait, genre moi j'étais en mode oh j'ai trop hâte de l'annoncer à la commu, tu vois. Et donc on avait créé un lien de ouf avec eux et donc c'était obligé que qu'on l'annonce et en effet on a eu que des retours hyper positifs et je m'attendais pas à autant de retours positifs avant de poster. Et quand j'ai posté, j'ai fait waouh! Genre direct, on a reçu plein de messages en mode c'est incroyable ce que vous avez fait, merci pour tout, vous avez ouvert la voie. Et c'est pour ça, enfin, c'est aussi pour ça que je me suis dit ça a pas servi à rien parce que peu importe combien de temps ça a duré ou peu importe si aujourd'hui on ferme, en fait, on a quand même réussi une mission qui était de démocratiser l'upcycling, de montrer à plein de gens que c'était possible de mieux consommer. Et on a aussi permis au mouvement d'upcycling de se faire connaître en France, de permettre à plein d'autres gens de se lancer dans le même domaine. Et donc on a inspiré plein de gens à se lancer, etc. Et du coup, juste pour ça, tu vois, ça valait le coup de le faire. Même si tu peux inspirer 3 personnes en une semaine, bah fais-le, tu vois. Et donc ça m'a permis de prendre du recul, de aussi prendre genre, tout l'amour qu'on m'a donné, etc. pendant ce moment-là. Et, et d'avoir la force de rebondir parce que tout le monde me disait mais meuf on t'attend sur la suite, Ah tu ouais? vois. Ouais, de ouf, tout le monde m'a dit, mais on sur la suite, on est sûr que tu vas faire un truc de fou après, etc. Et donc voilà, enfin, je me suis sentie bah, soutenue déjà. Donc ça, c'est hyper important. Et j'ai senti que les gens bah, étaient OK, entre guillemets, pour me suivre après, tu vois, même si j'avais plus RISAP. Et du coup, j'étais en mode, ah bah, genre, j'existe quand même si j'ai plus RISAP, et les gens vont quand même me suivre, même s'il y a plus RISAP. Donc c'était quand même un soulagement, tu vois. Mais d'ailleurs, ton compte, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ton Mm. compte de base, il était privé et genre c'était toi. Et c'est quoi qui t'a fait faire le switch de te dire je lance mon compte et je montre. Parce que moi, je t'ai trouvé, c'était quand tu faisais un challenge, je crois que c'est le challenge 151, 121, ouais. 121, presque. T'inquiète. Ouais, bah en fait, du coup, au début, mon compte était privé. Après, parce qu'après qu'on a commencé à être un peu médiatisé, tu vois, à faire des plateaux télé et tout, je l'ai ouvert, mais je faisais pas de contenu, tu vois. Ok. Donc, juste, je l'avais ouvert en public. Et donc là, j'ai commencé à avoir genre 1000 abonnés, tu vois. Mais je partageais pas grand-chose. Et en fait, je disais à tout le monde, mais j'ai grave envie de faire du contenu. Enfin, si je partageais sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, Ok. je poste depuis le début de Risap, tu vois. Ok. J'avais déjà 15 000 followers sur LinkedIn depuis longtemps. Mais sur Insta, j'avais grave un blocage. Et je disais à tout le monde, j'ai trop envie de faire du contenu, mais j'arrive pas à me lancer. J'ai trop envie de faire du contenu, mais je sais pas c'est quoi ma ligne édito. Enfin, tu sais, je me prenais trop la tête. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, ok, faut arrêter de parler de. Et il faut juste faire. Et du coup, je me suis lancé un challenge. Et c'était le projet 121. Donc, que j'ai commencé le 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Parce que ça fait 121 jours. Ah, Et du coup, ok. je m'étais mis, je sais plus, 7 règles à suivre pendant ces 4 mois, du coup, pour me refaire passer en priorité, tu vois. Parce que je m'étais un peu oubliée dans ma boîte. Et, euh, et je sentais que je faisais plus rien pour moi, tu vois. Enfin, la boîte était vraiment hyper prenante d'un point de vue énergie. Et carrément, enfin, je faisais presque plus de sport. Tu vois, je voyais presque plus mes amis. Je pensais à ça tout le temps. Et du coup, je m'étais dit, mais faut reprendre soin de toi et faire des projets aussi qui te tiennent à cœur. Et donc, développer ma commune à moi, ça me tenait vraiment à cœur. Et donc, je me suis mis le challenge de faire, parmi cette règle, il y avait poster un réel par jour. Et du coup, j'ai commencé à poster un réel par jour et du coup, forcément, à faire des stories pour expliquer la démarche, partager un peu plus mon quotidien, ce que j'apprenais en tant qu'entrepreneur, etc. Et bah, ça a grave pris. Ça a grave pris et en 47 jours, parce que du coup, j'ai compté les jours. En 47 jours, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Mais c'était hyper rapide, hein. Moi, je Ouais. voyais que toi sur mon feed. Ah ouais. Genre, littéralement que toi. En plus, franchement, je vais rarement sur Insta et je regarde que les stories ou Ouais. alors les réels. Et du coup, je faisais que te voir. Je me suis dit, Ah. mais je vois trop sa tête, faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que j'avais trouvé ton profil et Non. que j'avais vu que tu faisais le challenge. Et c'est vrai que bah, tous les jours, j'avais ton petit réel et tout. C'est que ça marchait bien alors. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, et en faisant un réel par jour, ben, j'ai grave monté mon compte et j'ai fini le challenge, j'avais 16 000 abonnés, tu vois. Trop bien. Et donc en 4 mois, je suis passée de 1000 à 16 000. Donc ça a bien pris et, euh, et en fait, c'est surtout que j'ai répliqué un peu tout ce que j'avais appris avec Risap. Mm. Du coup, j'ai géré le compte Instagram de Risap pendant Ok, 4 ouais, ans. j'avais demandé si c'était toi. J'ai tout géré, donc, mais je l'ai toujours fait pour ma marque. Et du coup, j'ai appris comment fonctionne Instagram, comment fonctionne l'algo, comment faire un réel qui marche bien, etc. Et du coup, après, j'ai juste répliqué tout ce que j'avais appris sur mon compte perso. Et ça a grave bien marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à tout le monde, mais en fait, mais toi aussi tu le sais, tu vois, mais genre les réseaux, t'apprends à utiliser les réseaux. C'est pas, Mhm. tout le monde pense c'est un truc de chance ou genre tu commences à poster, genre ça marche direct. Mais non, il y a un apprentissage à faire. Ouais, faut Genre, faire, faut tester, faut voir mm. les retours, faut analyser. Et moi, il y avait une période, je faisais genre 2 contenus par jour, mais genre j'analysais toutes mes stats. Genre je regardais tout, tout, tout. Et c'est là où j'ai le plus. Enfin, j'avais repris vraiment fort à ce moment-là. J'ai énormément appris. Et Tu enfin, faisais toute seule tes réels et tout? Comment? Tu faisais toute seule tes réels et tout? Ouais, 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 Trop ouais. bien. Aujourd'hui, heureusement, j'ai une équipe qui m'aide, qui Ouais. monte et qui publie et tout à ma place. Mais c'est vrai que, ouais, avant, c'était moi qui faisais tout. Bah, ouais, en Et fait, le faire, ça te permet d'apprendre tellement, mm, comme mm, tu mm. dis, tu postes, tu vois si ça marche ou pas. Tu dis, Ouais. ok, Tu peux bah pas ça, savoir en fait. non. Enfin, des fois, tu te dis, ok, ça a marché. Et moi, des fois, j'étais en mode, celui-là, il va cartonner et tout. Et ça marchait pas. J'étais en Ouais. mode, pourquoi? Et tu vois, après, je refaisais un peu différent. Et lui, il marchait. Je me disais, ah, ok, du coup, c'est ce début-là qui Ouais. marche. Ou cet axe-là qui marche. Et en fait, genre, je dupliquais ce qui marchait. Et genre, je savais que, tu vois, sur, par exemple, 10 contenus, j'en avais 8, c'était vraiment du test. Faire test and learn. Et Mm. le genre 2, c'était, j'étais sûre que ça allait être des bangers, tu vois. Mm. Et à force, j'apprenais et tout. Mais C'est c'est grave ça vrai qu'il faut que, faire. ouais, et l'algorithme, il change tout le temps. Du coup, tu peux jamais. Enfin, faut le faire. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis aux gens, mais genre, commence à Ouais. publier. Et genre, Test. ça a pas marché dès le début. Et je pense, toi, avec le challenge, tu as eu la régularité aussi. En Qui fait, a j'ai eu fait la que. régularité qui a fait, bah, genre, je poste tous les jours. Et aussi, en fait, bah, encore une fois, j'ai créé une communauté, tu vois. Et genre, moi, je kiffe trop. En fait, j'aime trop l'idée de créer une communauté. Et les challenges, bah, comme je te dis, c'est le premier truc que j'ai lancé avec Risap. Et en fait, c'est aussi un truc pour moi qui marche super bien. Parce que c'est un instant défini, tu vois, avec un avant, un après, une promesse. Mais Et là, tu du as coup. lancé ton Et challenge ouais, là, aussi, j'ai j'ai lancé un vu. nouveau challenge. Là, c'est toi qui l'as fait, du coup? Ouais. Ok. Et là, du coup, j'ai lancé un nouveau challenge, c'est le challenge 555. Et du coup, c'est 5 habitudes, 5 heures par jour, 5 fois par semaine. Ok. Et c'est quoi les habitudes?
C'est toi qui les définis? Moi, je les ai définis les miennes, mais après, genre, les gens, ils peuvent un petit peu modifier s'ils ont un mode de vie qui est différent du mien. Moi, c'est 3 heures de deep focus, Ok. 15 minutes de méditation, 15 minutes d'écriture en silence, euh, 30 minutes de sport et 1 heure d'apprentissage. Ok. Et là, c'est jusqu'à quand? Et du coup, T'as commencé il y a pas longtemps. Ouais, j'ai commencé pendant, je suis au jour 8 là. Ok. Et tu prépares ton contenu à l'avance? Non, Ah ouais? Tu fais au jour le jour? ouais, je suis très mauvaise à préparer en avance. Ah waouh, ok. En fait, je suis trop. Je suis trop en mode. J'ai une inspiration et je veux le faire direct. En fait, du coup, même quand je veux préparer en avance, quand je fais un réel, j'ai trop du mal à le laisser dans mes brouillons, tu vois. À pas le poster direct. Ok. Ah ouais, moi j'ai besoin de tout batcher. Ah Genre ouais? moi je fais tout d'un coup. Tu Ouais. fais une journée, tu fais. Pas une journée, mais genre ouais, une demi-journée, je vais faire plein de trucs d'un coup. Tu fais genre 10 réels d'un coup. Ouais. Ouais, genre tout, je fais comme ça. Mais tu prépares des idées en amont. Ouais. Mais même là, tu vois, pour les podcasts, du coup, quand je les fais solo, enfin, genre, à chaque fois que je suis. Bah, enfin, ça va être. J'allais dire, des fois, en fait, des fois, je me promène, j'ai des idées. Genre, des fois, je m'assois, je réfléchis. Quand je suis dans l'avion, je me pose et en fait, j'écris. Genre, tout le temps, j'écris. Ou des fois, le matin, j'écris. Et en fait, à un moment, j'ai tellement d'écrits que du coup, je me pose et je prends les grosses idées et je fais des podcasts. Mais genre, j'en enregistre 2, 3 d'un coup, tu vois. Ah Comme ouais. ça, je sais que j'ai 2, 3 semaines qui sont prêtes à l'avance. Mais c'est trop bien. Je fais tout comme ça. Mais t'as grave raison. Moi, il faut que j'apprenne à être comme ça. Parce que moi, je suis trop genre. Une idée, bam, direct, mais du coup, je pourrais gagner grave du temps. Bah ouais, À- quand tu fais tout d'un coup. Ouais. Mais après, des fois, je suis comme toi, dans le sens où des fois, j'ai genre une idée et je la fais. Et en fait, je vois mon réel et genre, il est trop beau. Et je suis en mode, mais il faut que le monde Ouais, le voie. t'as trop envie de le poster, tu te dis, mais pourquoi je Et le je me dis, poste? non, vas-y, on va attendre, faut que ça cale dans le planning édito. Mais ouais, j'ai ça aussi. Mais tu vois, enfin, en ce moment, et ça fait quelques mois là, je suis moins créative. En fait, je suis tellement à fond dans le travail que genre, j'ai plus aucune part de créativité. Ouais, mais ça, c'est grave Et des phases. Mais il faut consommer du contenu. ouais, mais du coup, j'essaie d'être loin des réseaux sociaux. Ouais, Enfin, là, je suis vraiment en mode break de tout. Et genre, là, ouais, mon cerveau, tu sais, il est trop focus. focus, ouais. Même sociabiliser, des fois, enfin, dès que je vois les gens, au début, genre les 5 premières minutes, j'ai l'impression d'être insociable Je carrément. comprends de ouf. Et après, je reviens dans le bain. Ça, c'est un problème d'entrepreneuriat aussi. Ça Et... isole de ouf. Parce qu'en fait, quand t'es entrepreneur et que t'es tellement dans ton projet, ben en fait, t'es dans ton monde, tu vois. Hmm. Et t'es trop dans ton monde, dans ta bulle et tout. Et t'arrives à un point où, juste parler avec des gens de autre chose, bah, pas que ça t'intéresse pas, mais genre, t'as juste envie de bosser sur ton projet ou de réfléchir à des Ouais, trucs des fois de. j'ai ça. Mais tu vois, hier, j'ai passé toute la journée en call pour régler plein de trucs, pour avancer sur plein de trucs. Et tu vois, type, quand je suis arrivée là et que je t'ai vue, dans ma tête, j'étais en mode comment je me Podcast. reconnecte au podcast, à mes questions, au truc. Mais après, c'est ça, tu vois. Enfin, je me dis, j'adore travailler, mais j'adore aussi échanger avec les gens. Et enfin, il me faut juste le petit moment d'adaptation et de me dire, ok, Justine, genre, reviens à la À vraie normale, vie. entre guillemets. Ouais. Mais des fois, j'ai envie tu sais, de me donner des petites claques et de me dire, ok, reviens, reviens. Mais ouais, attends, là, on est parti. Bon, J'ai complètement oublié le cœur de ma c'était question le de nouveau base. challenge, je crois, tu disais. Ah oui, les nouveaux challenges. Ok. Ouais. Et donc là, c'était pareil. En gros, c'était un peu genre back on track, tu vois. C'était un peu genre Ouais. comment je. Parce que du coup, j'ai fait Merisap. Après, pendant un mois, j'ai pris un mois de, entre guillemets, pause où j'ai essayé de Ah, t'as fait quoi me. pendant un mois? J'ai essayé de me reposer, de. Ok. Tu vois, j'étais chez moi, je suis partie quelques jours à Marseille, je suis partie un peu voir mes parents, tu vois, j'ai essayé de prendre du temps pour moi, j'ai essayé de rien faire pour me reposer. Et Mais, j'ai essayé de rien faire. mais c'est hyper C'est dur. fou. Ouais, en vrai, ça a été hyper dur pour moi. Et en fait, genre, le fait de rien faire, moi, c'est juste, ça me déprimait plus qu'autre chose. Et genre, c'est vraiment un peu genre, une torture pour moi de me demander de rien faire et de pas avoir genre, un objectif ou un but. Parce que t'es quelqu'un qui a besoin d'être animé par quelque Ouais. chose ou t'es un peu genre hyperactive Non, je suis pas aussi. hyper Ouais, t'as pas active. l'air hyperactive. Pas du tout. Je lui posais la question, mais dans ma Ouais. tête, je suis en mode en fait, je connais déjà la réponse. Non, je suis pas hyper active du tout, mais Ouais, t'as besoin d'avoir un sens à ta vie ouais, en fait. j'ai Savoir grave où tu besoin de vas. sens. J'ai grave besoin Mm. d'avoir un but à ma journée. Genre, si je passe ma journée, j'ai pas de but et je me réveille et genre, tu vois, genre, je sais pas trop quoi faire et je gère comme ça et tout. Bah, à la fin de la journée, je suis en mode pas satisfaite ou je suis en mode, bah,
j'ai rien fait, tu vois. Je sais pas, je suis en mode, je suis vide, quoi. Je suis pas... Et en fait, pour être stimulée, j'ai grave besoin d'avoir un objectif ou au moins de partager avec les gens, tu vois. Au moins de sentir que je suis utile à des gens parce que, genre, je leur apprends un truc ou je les inspire ou quoi. Et du coup, progressivement, j'ai commencé à refaire un peu de contenu et, genre, ça m'a grave rallumé la flamme de voir que bah, y avait encore des gens qui étaient là, que je servais à quelque chose, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais lancer un challenge pour vraiment me remettre dans une dynamique et dans une bonne routine. Et du coup, le 1er avril, j'ai lancé ça où dedans, il y a pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme. En français, ça se fait pas très bien, mais mind, body, spirit. Et du coup, il y a les trois, donc pour essayer de développer un mode de vie, tu vois, qui est sain, équilibré, et sur lequel je peux tenir sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre, bah, tu vois, genre l'écriture, bah, c'est hyper important pour soit faire du journaling, soit mettre des affirmations positives, développer aussi sa créativité, comme je disais tout à l'heure, bah, la méditation pour prendre du temps pour soi, l'apprentissage pour continuer à tout le temps évoluer, à aller vers des nouvelles compétences, et surtout parce que là, je vais lancer un nouveau projet, du coup, bah, il faut que j'apprenne des nouveaux trucs. Et le deep focus, parce qu'en 3 heures de deep focus, tu peux faire tellement de trucs, vs 8 heures de travail avec ton tel et à regarder le plafond, tu vois. Et donc voilà, je me suis dit, ok, c'est quoi, genre vraiment les bonnes 5 habitudes que je vais pouvoir, enfin, qui vont me permettre là, de progresser tous les jours, de créer un nouveau business et d'avoir un mode de vie équilibré, tu vois. Ok, du coup là, imaginons, il y a quelqu'un qui a un échec ou un truc qui va pas. Genre, tu recommanderais de faire le challenge avec À les fond. 5 habitudes. Bah ouais, Ouais, grave. Grave, et il y a plein de gens enfin du coup qui le font avec moi parce que l'idée c'est ouais. toujours de D'amener ta partager. communauté. Ouais, pour que les gens fassent avec moi, l'idée c'est pas juste ah regardez-moi faire le challenge, c'est vraiment faites-le et vous allez voir enfin les changements qu'il va y avoir dans votre vie et faites-le, vous allez voir comment vous allez commencer parce qu'au-delà en fait de 5 habitudes, tu changes ton mindset parce que tu commences à dire OK, genre je commence à me mettre en priorité, à faire des choses pour moi et juste penser comme ça bah ça change tout autour de toi. Et donc là, il y a plein de gens qui le font avec moi et il y a plein de gens qui m'ont dit mais genre j'étais grave en down et tout et j'ai commencé le challenge et ça va beaucoup mieux ou Trop bien. ça met dans une dynamique et tout. Même j'ai un Discord où j'échange avec les Ah filles, ouais? tu vois. Ouais. Ok. Et c'est gratuit tout ça? Ouais. Ok. Et donc j'échange avec les filles et tout. Et donc pareil, elles se motivent entre elles, etc. Et donc c'est... Et tu vois, genre là, je suis trop heureuse parce que je me dis, bah, ok, ma vie, elle a un sens et je sers à quelque chose et je sais que bah, j'aide d'autres filles à aller chercher plus loin, à lancer des projets, à créer, tu vois, et à se réaliser. Et c'est tout ce que je veux, tu vois. Non, mais c'est faux. En plus, c'est des. Enfin, tu vois, je trouve que c'est des petites habitudes, des petites actions que tu peux facilement mettre dans ton Mm. quotidien au final. Ouais. Et après, j'ai l'impression que toi, du coup, c'est chacun fait ses habitudes, chacun fixe en fonction de ce qu'il veut. Et c'est vrai que des fois, bah, en mettant petit à petit des trucs dans ta vie, bah, ça change radicalement Clairement. sur le long terme. C'est vrai, moi aussi, déjà là, je me dis, des fois, je me dis, ok, faut que je mette ça, ça. Et du coup, je le tiens, tu vois, sur ma semaine et tout. Mais après, j'avoue, des fois, ça s'en va Ça un peu. saute. Des fois, ça revient. En fait, ça dépend vraiment de ma priorité du moment. Genre, type l'année dernière, je crois que j'avais mis 5 habitudes dans ma routine. Mais vraiment de rien à tout. Ouais. Et j'avais construit mon mois par rapport à ça. Ça a Genre, marché? juste par rapport à ça. Ouais, j'ai tout tenu. Trop bien. Et tous mes amis étaient au courant. Donc, tu vois, tout le monde me soutenait aussi, entre guillemets. Parce que du coup, tout le monde savait que bah, des fois, ma priorité, ça allait pas forcément les voir, mais plus aller faire du sport. Mm. Ou si je devais les voir, bah, fallait qu'on aille marcher ou faire du sport. Enfin, tu vois, genre, tout le monde savait. Donc, tout le monde arrivait à matcher avec mon truc. Mais ouais, je trouve mettre des habitudes en fonction de ta priorité, ce que tu as besoin Mm. sur le moment, genre, c'est... T'avais eu des résultats? Ouais, Ouais. ouais. Bah, en fait, mes habitudes que j'avais fait, c'était déjà faire du sport. Genre, je faisais 5 séances par semaine, alors que j'avais complètement arrêté de faire du sport. Et je faisais 5 sessions. J'avais 10 000 pas par jour. Donc, pareil, j'avais marché tous les jours. En plus, j'étais à Cape Town, donc c'était trop bien. C'était vraiment fait pour. Alors là, on va me prendre... Moi, j'avais mis vraiment sociabiliser. Genre, voir une personne.
Des fois, j'oublie de voir du monde. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais tu sais, je suis tellement dans mon truc que je me disais, ok, non, il faut que j'ai un moment de sociabilisation avec une personne par jour. Mais dit comme ça, on dirait que je suis pas sociale. Mais enfin, c'était vraiment pour me dire, ok. Parce que des fois, je fais toute la semaine et genre, j'arrive le week-end et j'ai vu personne, tu vois. Quelqu'un que tu connais ou ça peut être genre quelqu'un que tu connais pas? Ça peut être genre parler avec un... Ouais, des fois, je parlais avec des gens dans la rue et tout et ça comptait. Trop bien. Enfin, je me dis ça. Enfin, tranquille, genre, j'avais pas parlé à ma caissière, tu vois, mais genre, je sais pas, des fois, moi, je parle aux gens, j'avoue, je sais pas pourquoi. Et après, j'avais mis manger mes calories. Genre, j'avais j'avais genre un truc, j'ai mangé 1800 calories pour être en déficit, du coup. Donc, je comptais tout, je comptais. J'avais pris un programme et genre, ma coach, elle comptait tout. Et le dernier, c'était journaling, tous les matins. Trop bien. Et ça, game changer. Moi, le journaling, ça me vide la tête, mais genre un truc de fou. Parce que genre, j'ai des idées, tu sais, tout le temps dans tous les sens. Je pense que toi aussi, du coup. Et ça m'avait complètement changé. J'ai vu que tu avais lancé ton compte, lancé un compte Insta justement pour rassembler les témoignages d'entrepreneurs qui vivent des coups durs ou des moments de doute et tout. Et j'ai trouvé l'initiative trop cool parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas tout qui est tout rose. Il y a des moments de down, il y a des moments où ça marche bien. Et justement, moi, c'est ce que j'adore, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est que des fois, je me prends vraiment des tartes. J'ai vraiment des crises, pas des crises, moi, je fais pas des crises, mais on va dire vraiment des trucs à gérer, tu vois. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens, ils montrent que le beau, que quand c'est beau, que quand c'est bien. Et même moi, j'avoue, des fois, je fais partie de ça. J'oublie de montrer quand ça va pas, tout simplement parce que je suis tellement dedans que du coup, déjà, je pense à moi, après à ma boîte. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ça? Et c'est quoi, genre, les gros témoignages que tu as eus? Et en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais nous retransmettre dans ce podcast de conseils ou de choses que tu as appris grâce à ça? Ouais, du coup, j'ai lancé Entrepreneur Solitaire. Du coup, c'est une page sur Instagram. Et l'idée, elle est venue parce qu'une fois que j'ai annoncé à la fin de RISAP, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui me disaient moi aussi je suis entrepreneur et moi aussi je suis à deux doigts de liquider ou moi aussi genre ça va pas du tout dans ma boîte, on a des grosses difficultés. Et Ah oui, il y avait énormément de monde comme ouais, ça, tu dirais? Ouais, Ok. franchement j'ai reçu plein de messages et je pense que c'est parce que j'ai un peu ouvert la porte de la vulnérabilité et du coup les gens se sont permis de m'écrire pour me raconter. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ouf, parce que des fois, c'était des gens, même comme Rissab, tu vois, où genre, dans l'image, tout allait bien, etc. Et tu te dis, mais jamais la boîte, ça va pas. Alors qu'en réalité, il y a un vrai problème de fond. Et c'est vrai que dans le milieu start-up, même entrepreneur de manière générale, la communication qui est faite vs la réalité, c'est très différent. Parce que tu es dans un truc où tu es obligé de montrer que tout va bien pour rassurer tes clients, pour montrer que ça avance. En fait, c'est le jeu, tu vois, pour avoir des investisseurs, etc. Mais du coup, quand tu es un entrepreneur et que ça va pas trop, tu sais pas vraiment à qui en parler parce que, entre guillemets, tes problèmes, ils sont confidentiels. Parce que si tu en parles publiquement, soit il y a tes clients, soit il y a tes investisseurs, soit il y a tes équipes, soit il y a tes proches, soit il y a tes associés. Tes concurrents aussi qui peuvent... Tes concurrents. Mais il y a toujours quelqu'un à qui l'information ne doit pas forcément arriver, tu vois. Ou ça te mettrait trop en péril. Et du coup, t'es un peu dans... T'as un peu genre... ce que tu montres au monde de ton succès et la réalité des choses, tu vois. Et c'est souvent différent. Ok. C'est souvent différent, mais c'est le jeu... c'est le jeu, mais du coup, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu te dis « Ah, c'est trop beau, c'est trop bien, tout le monde y arrive en un an, tout le monde pète les scores en un an, tout le monde a des trop bons résultats et tout. » Alors qu'en fait, il y a ça, oui, mais il y a aussi plein de galères derrière, t'as plein de difficultés, c'est hyper dur émotionnellement, il faut être hyper solide sur ses appuis, tu vois. Et tout ça, on n'en parle pas forcément, on le montre pas. Et du coup, j'ai demandé aux gens de m'envoyer des témoignages que j'ai partagés en anonyme pour pas justement qu'il y ait ce problème-là. Et j'ai reçu plein de témoignages. Et donc là, tous les soirs, je poste un témoignage. Ah ouais. Et donc, il y a plein d'histoires, mais c'est souvent c'est un peu souvent les mêmes choses. C'est le burn-out, tu vois. Genre, j'ai partagé un témoignage d'une jeune fille. Genre, elle a 23 ans. Et genre, elle a fait un burn-out avec sa boîte, tu vois. Okay. Et tu vois, c'est ouf. Super jeune en plus. C'est ouf de faire un burn-out aussi jeune avec ton entreprise
Et donc, elle expliquait un petit peu, genre, comment tu peux vite tomber justement dans ce truc où tu t'isoles et en fait, t'arrêtes de voir tes potes, t'arrêtes de voir ta famille, en fait, tu fais que bosser et ta boîte, elle marche, mais du coup, genre, t'as de plus en plus de taf et c'est un truc que tu peux plus arrêter, tu vois, que quand t'as lancé, ça devient un peu Mm. un truc... Et du coup, elle expliquait un peu ça et comment, en fait, elle s'est enfin, sans même le voir venir, elle s'est retrouvée en burn-out, tu vois. T'as déjà fait, toi, un burn-out? Non. Non. Jamais officiellement, mais après, j'étais dans des fois des niveaux Jamais de... officiellement. Jamais officiellement. Mais des fois, j'étais dans des phases de fatigue qui étaient genre chaud, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai l'impression, après, je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais j'ai l'impression de... Dès que je sentais que j'étais vraiment sur la corde, genre, je partais 2-3 jours, Mm, mm, mm. et j'ai l'impression que ça me suffisait un Ouais, peu. t'arrivais à t'écouter quand même et à retrouver l'équilibre. Moi, j'avoue, je sais pas. Je sais que au tout début, tu vois, quand j'ai lancé la formation, j'ai passé 2 mois où genre, je suis pas sortie de chez moi. Genre, Ah je ouais. commandais que des Uber Eats et je bossais je pense, dès que je me levais, genre 8-9 heures et je me couchais à genre minuit, 1 heure du matin. Ouais. Mais j'ai tout set-up, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma boîte, elle tourne, tu vois. T'avais une équipe ou pas J'ai- encore? J'avais une seule personne qui m'aidait, Julie, qui est mon bras droit aujourd'hui et qui va devenir mon associé aussi. Je vais lui donner des parts. Trop bien. Et Félicitations. ouais, merci, pas félicitations à elle. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, je sais qu'elle était là dans les moments où moi j'étais genre, franchement, j'avais plus de vie, tu vois. Enfin, si je faisais des trucs le week-end, j'avais mes potes, ils venaient me chercher le week-end et ils me disaient, on te sort, Justine. Et du coup, je disais, ok, donnez-moi l'heure et je serai là. Mais ouais, j'ai passé des grosses phases comme ça, mais tu vois, je le regrette pas et je me suis jamais Non. sentie seule ou pas bien. Justement, j'étais genre, T'es dans le flow, quoi. ouais, mais j'étais, enfin, tu sais, j'avais le sentiment de faire un truc dans ma vie Ouais. et de Et en réussir vrai, t'as quelque grave chose. de l'adrénaline quand tu fais Ouais, ça. ouais. Mais c'est bien que, enfin, je trouve ça hyper intéressant que tu le dises parce que il y a beaucoup de gens aussi, tu vois, enfin, moi j'ai parlé à plein d'entrepreneurs et ils me disent ouais, genre j'arrive pas ou tu vois, ça fait 1 an que je suis sur le truc et j'arrive pas, j'ai pas de truc. Mais en fait, je trouve que les gens ils se rendent pas compte du niveau de taf Bosser. Ouais. qu'il faut pour faire décoller un truc. Et en fait, Ouais. comme tu dis, toi, pendant 2 mois, t'as fait du 8h, 1h du mat. Mm, mm, mm. Après, c'est pas forcément une recommandation il faut pas faire Ah oui, ça, tu vois. oui. Mais c'est juste pour Faut dire que, passer par là, faut passer par des heures de ouais, travail. pour réussir, il y a un moment Mm, où mm, tu vas devoir cravacher, mais genre fort, mm. mais On en fort. parlait tout à l'heure. Ouais. Enfin, tu m'as connu quand je disais que je bossais Oui. que 2-4 heures par jour. Et c'est vrai, enfin, pendant des mois, j'ai bossé que 2-4 heures par jour. Mais franchement, j'étais pumped up, hein. Je voyageais d'un côté, de là et tout. Mais j'avais aucune maîtrise sur mon business. Genre, aucune maîtrise. Genre, franchement, j'avais les pieds en éventail sur la plage. Et j'étais pas forcément ambitieuse à ce moment-là. Et j'étais juste contente, tu vois, genre, ça marchait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie d'être là. Du coup, il faut que je mette en place les actions qui vont m'emmener là. Et du coup, ouais, j'ai bossé, bossé, bossé. Après, j'ai relâché un peu. Et tu vois, jusqu'à, je dirais, mai de l'année dernière, j'avais relâché encore. Et là, je bosse Tu beaucoup reprends. en ce moment. C'est Comme ça. je te disais, je suis à Paris. Du coup, là, je fais tous les podcasts. Et ça prend du temps, enfin, de Ça prend trouver du les temps. invités, de les contacter, de trouver vraiment les axes. Et ensuite, faire le tournage ici. Puis ça, c'est juste la partie créative. Moi, j'ai toute la Après. partie business à côté. Mais clairement. Et- Mais il y a souvent un désalignement entre genre les envies des gens et les actions qui sont menées, tu vois. Mais juste parce que les gens n'ont pas conscience Ouais, tu vois de... la partie surélevée Ouais, de mais l'iceberg, encore quoi. une fois, parce que je pense que c'est les réseaux, tu vois, où tu dis, c'est cool, je vois Justine, elle fait ses stories, elle a toujours l'air en forme, tu vois, elle est à la salle, enfin, elle a toujours l'air, elle voit ses potes, tu dis, elle a une vie équilibrée, donc tu dis, vas-y, moi je veux la même vie qu'elle, je vais taffer un peu et tout, et ça va marcher. Alors qu'en fait, encore une fois, les réseaux, enfin, ça montre pas, parce qu'en même temps, on va pas faire genre un live de 10 heures en train de taffer, tu vois, mais ça montre pas que, en fait, il faut travailler, et moi, ce que j'ai de dire aux gens tout le temps, c'est il faut travailler de ouf, mais genre, ce que tu penses qu'il faut faire genre x3 par rapport à ce que tu penses ce qu'il faut faire. C'est vraiment, il y a un niveau de taf qui est hyper important. Et je pense qu'il y a des sacrifices à faire aussi. Enfin, moi, je sais que, en tout cas, personnellement, j'ai sacrifié pas mal de soirées, pas mal d'anniversaires. Ah, mais c'est clair. Et au début, les gens, ils comprenaient pas. Enfin, je disais, je suis fatiguée, je vais pas pouvoir venir à ton anniv. En fait, tout le monde était contre moi. Et j'étais en mode, C'est ça, comprenez-moi, en fait. en fait quand tu commences à te faire passer en priorité et à penser à toi, et les gens comprennent pas ou les gens se disent
Il y en a qui Bah, comprennent oui, il y en après, a, non, mais il y en a qui comprennent. Mais genre, ceux qui sont mes amis aujourd'hui, ceux qui ont compris. quand tu commences à te lancer, je dirais que t'es encore en mode, bah, j'ai 50 potes, et tu vois, au tout début, et quand t'as plein de... parce que t'avais ta vie d'avant où voilà, tu sortais, tu étais tout le temps disponible pour les autres, etc. Et quand tu commences à dire, bah vas-y, moi j'ai lancé mon biz, et en fait, aujourd'hui j'ai de l'ambition et j'ai un objectif à atteindre, et je veux devenir cette personne-là, et bah forcément, tu vas faire du tri dans ta vie, et forcément, bah tu vas commencer à dire non, et tu vas commencer à te déplaire à des gens parce qu'ils vont dire, mais pour qui elle se prend celle-là à dire non, alors qu'avant on passait toutes nos soirées ensemble, et mais c'est un peu un processus normal, mais comme disait Alex Hormozy, je crois que c'est lui qui disait ça, il disait, t'as toujours la vallée de la solitude. Ouais. Quand, quand tu te lances en entrepreneuriat, c'est le moment où tu perds un peu, genre, bah, beaucoup de tes anciennes relations, et t'es pas encore assez, genre, level up pour avoir accès aux gens qui sont très avancés. Et du coup, t'es un peu, genre, tout seul, et tout le monde te dit, mais pourquoi tu fais ça, et qu'est-ce que t'es en train de... Enfin, qui t'es en train de devenir, et tout. Mais il faut passer cette vallée, et après... Mais c'est super intéressant que tu en parles. Moi, je sais que c'est la grosse question qui revient chez mes élèves tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bah là, mon réseau me supporte pas. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rencontrer de nouvelles Ouais. personnes? Et c'est pour ça que bah, moi, j'ai la communauté. Mais tu vois, il y a aussi bah, toi avec les challenges ou les réseaux sociaux. Il y a toujours de quoi se raccrocher à des gens. Mais je pense que avant de vraiment rencontrer son réseau, il faut soi-même faire le parcours et avoir son niveau d'éveil Ouais, il faut quand même minimum. level up en fait, parce que Ouais. tu pourras pas matcher avec les gens si toi-même t'as pas level up et C'est t'as dur pas... ça, ce que tu dis. Bah ouais, Mais mais c'est oui. vrai, tu vois. Ouais. Il faut que t'aies fait le Qu'est-ce que tu taf. vas apporter en fait aux Ouais, gens? il faut que t'aies fait. En fait, tous les gens qui arrivent en haut, entre guillemets, ou même pas. Enfin, je considère pas que je suis en haut, tu vois, mais qui arrivent à un autre niveau, bah ils ont fait à un moment le taf, tu vois. Sur eux et sur leurs compétences et etc. Mais tu peux pas. Je sais pas, tu peux pas arriver et dire bah vas-y, moi je veux être dans votre groupe et apprenez-moi. Portez-moi. Ouais, ouais, soulevez-moi, tu vois. C'est genre, bah, faut arriver au niveau et il faut taffer sur soi. Et c'est pour ça que genre, taffer son mindset, mais aussi, tu vas écouter des podcasts. Mm. Moi, Ah, j'allais te demander d'ailleurs, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes? j'ai écouté Des livres, tellement des de podcasts, podcasts? mais T'écoutes des podcasts américains du coup? ouais, Comme Tester Modi, ouais. anglais, ouais, anglais, américain, T'écoutes qui? français. J'écoute, Je suis sûre que t'écoutes Diary of CEO. ouais. Ouais. Toi aussi? De temps en temps. Ouais, de temps en temps, Day of CEO. J'écoute On Purpose de Jay Shetty. Ok. J'ai Euh, écouté une fois mais il y a super longtemps. J'aime trop. J'écoute une fille qui s'appelle Mimi Bouchard, Mm. qui fait des podcasts aussi, dev perso, mindset. J'écoute beaucoup genre de... Au States, il y a grave ça, tu vois, genre les coachs en manifestation et tout. Ok. Ah ouais, toi t'as une grosse partie Ouais, spirituelle. Je suis j'écoute morte. grave ça. En France, il n'y a pas trop de contenu là-dessus. Ouais, non, ouais, j'avoue. Et du coup, j'écoute grave des trucs comme ça. Euh, J'écoute de Mentor Show. Ok. J'ai vu, j'ai jamais écouté, mais je vois à quoi ça ressemble la cover. C'est pas mal. Et t'écoutes personne en France? Si, en France, j'en écoute quelques-uns. J'écoute Théo Lyon. Ok. Road to 10 10 Million. million, ouais. Toi aussi, t'écoutes? Non. Euh, Non, une fois, il m'a envoyé un message et Hein. du coup, parce qu'il il était un peu en mode genre guéguerre sur le classement des podcasts Ah. avec le mien. Et du coup, dans ma tête, j'étais en mode attends, j'ai jamais écouté le sien, vas-y, je vais aller écouter le sien. Et du coup, j'ai écouté un petit peu, mais il faut que je réécoute. J'ai écouté, j'ai commencé le début. Mais en fait, moi, je suis trop mauvaise là en ce moment pour écouter des trucs. J'écoute vraiment que les trucs américains. Et justement, j'ai écouté, c'était une de ses dernières vidéos sur le manifeste Ouais, entrepreneurial. il est hyper bien, non? Et j'ai trop aimé le début, mais j'avoue, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais je me suis dit, j'aurais vraiment smart ce type-là. Ouais, mais Et il a un bon j'aime mindset. bien. Ouais. Et justement, ce que j'adore, c'est qu'il se trouve un peu entre la catégorie infopreneur, tu vois, et la catégorie start-up. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il est entre les deux. Et moi aussi, je me sens pas dans une des deux cases, tu vois. Mm. Du coup, j'ai l'impression qu'on gravite un peu et genre, c'était trop cool de l'entendre s'exprimer dessus. Ouais, bah l'épisode là sur Manifeste Entrepreneur, justement, c'est hyper intéressant parce qu'il explique un peu, bah, justement, que pour lui, l'entrepreneuriat, c'est le fait de se développer personnellement. Et juste créer sa boîte, c'est un outil pour se développer personnellement. Mais, euh, mais du coup, son podcast est cool en français. Et après, en podcast français business,
Bah, après, genre, écouter classique, tu vois, genre Génération Do It Yourself, Ouais, j'allais te demander si t'écoutais ça. celui de Pauline Léniaud. Mm. Mais sinon, mon podcast préféré ever, qui est pas business, mais c'est Transfert. Ah non, je connais pas. Transfert, c'est juste des histoires de gens, et celui-là, c'est vraiment mon préf. Ok. J'aime trop. Et tu lis? Ouais. Ok. Ouais. T'as genre 2 livres à recommander? Celui de Jay Shetty, genre j'aime trop celui-là. Ok. Celui de Jay Shetty, genre Penser comme un moine. Ok, je vois. Moi, je lis pas. Ouais, celui-là, il est vraiment hyper cool. Et sinon, j'ai bien aimé aussi Tout est possible de Marie Forleo. Ok, ça, je connais pas. Et Moi, je connais les livres, tu sais, mais genre, je yes. dis je connais pas, alors que je n'ai quasiment pas lu. Et Marie Forleo, c'est aussi une coach américaine, Ok. business et tout. Et son livre, il est pas mal sur la partie mindset et tout. Après, il y a plein de livres trop bien, mais pareil, genre, je les ai pas en tête. Mais j'essaie de lire quand même. Ah, moi, je regrette trop de pas lire. Bah, tu peux. J'y arrive pas. Genre là, je te jure, j'ai commencé un livre, vraiment. J'ai commencé à lire, j'apprenais plein de trucs. C'était Road to Scale, je crois. C'est un livre français du mec de Spartoo, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai trop aimé. Et en fait, là, j'ai décroché. Et genre, mais il faut que je m'y remette parce que j'apprenais beaucoup de choses. Moi, en fait, si je lis, il faut que j'apprenne. Et du coup, à partir du moment où j'apprends plus, j'arrive plus à lire. Je sais pas pourquoi j'ai un problème. Bah, sinon, tu avec sautes ça. un peu des pages si tu vois qu'il y a une partie qui t'ennuie. J'ai sauté le 2e chapitre déjà et j'ai commencé à lire plus tard. Déjà. Ouais, non, mais Enfin, des fois, je me dis, franchement, Justine, tu devrais le lire. Genre, je pense que je pourrais apprendre plein de choses, enrichir mon vocabulaire, apprendre justement de toutes les réussites et tous les échecs des autres entrepreneurs, rien que lire leur biographie ou quoi. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Sinon, t'as les livres audio. Ouais, j'avais commencé ça. Mais du coup, pareil, le problème, c'est que quand j'écoutais mes livres audio, j'avais genre un livre et j'écrivais tout. Genre, j'annotais tout. Et justement, j'avais écouté la moitié de Pouvoir illimité de Tony Robbins. Et ça, j'avais trop aimé. Je l'avais lu, elle est trop bien. Et ça me servait énormément dans ce que je transmettais à mes élèves, justement. Et même aux autres. Mais ouais, j'avoue, je suis trop mauvaise élève pour la lecture. Je devrais rajouter ça dans mes habitudes. Grave. Mon Dieu. Bon, j'ai une question pour toi, quand même, qui m'intéresse, parce que moi, je suis trop curieuse. Mais là, c'est quoi la suite, du coup Est-ce que j'ai vu que tu avais commencé à lancer des coachings. Est-ce que tu sais clairement là où tu veux aller, ou justement, tu vas faire exactement ce que tu as fait avec Resap et t'écoutes en fait ton audience pour... Enfin, en vrai, j'ai un peu vu, tu as fait des petits sondages en story et tout. Et du coup, écouter ton audience pour leur proposer au final ce qui leur convient le mieux. Est-ce que tu penses que tu vas refaire du produit? Moi, j'ai plus l'impression que tu vas faire du service ou du consulting. Ouais, bah là, je pense que je vais aller vers du service parce que un autre apprentissage que j'ai eu avec Resap, tu vois, c'est que vraiment, moi, au début, je me suis lancée sans vraiment réfléchir au mode de vie que j'avais envie d'avoir. Et j'ai juste dit, vas-y, je veux juste faire un bise, nanana. Et en fait, c'est hyper facile de répliquer un peu la vision de la réussite que tu as, même inconsciente. Tu vois, tu dis, ah bah, entrepreneuriat, Jeff Bezos, tu vois, tu penses à un truc avec du produit, une énorme entreprise, 20 000 salariés, etc. Et donc, on est parti en répliquant ce truc, sans même penser en fait qu'il y avait plein de manières d'entreprendre, que c'était hyper important d'avoir ta boîte qui corresponde à ton lifestyle et à comment tu veux vivre plus tard, tu vois. Et c'est en faisant Resap que je me suis dit, ah mais en fait, genre là, j'ai un bureau avec des équipes, des horaires, des fournisseurs, des produits, des galères logistiques. Et en fait, c'est pas forcément dans quoi je me projette plus tard. J'ai envie d'avoir une liberté géographique, une liberté de temporelle pour travailler quand je veux, une liberté financière, etc. Et donc, voilà, juste pour dire, l'adéquation entre ton projet et le lifestyle que tu veux avoir, il est hyper important. Et aujourd'hui, dans cette optique-là, je cherche plus à peut-être aller faire du service parce que ça correspondrait plus avec mon envie de peut-être un peu bouger de Paris, tu vois, vivre un petit peu ailleurs et pouvoir mieux gérer mon temps, être beaucoup plus libre dans ma manière de travailler. Donc là, je suis en train de créer, du coup, avec le challenge 555, c'est aussi pour objectif de redévelopper un business de zéro et de le faire en build and public pour justement, à chaque étape, pouvoir valider avec ma communauté, comme j'ai fait avec Resap exactement, tu vois, et tout construire en fonction de leurs besoins et de ce qu'ils aimeraient comment je peux les aider, tu vois. Et donc,
Donc la première semaine, c'était vraiment une partie introspection où j'ai un peu remis à plat tout ce que j'avais kiffé chez Rissap, tout ce que j'avais appris chez Rissap, tout ce que je ne voulais plus. Donc tu vois, j'ai mis pour le moment, parce qu'après tes envies elles peuvent évoluer, tu vois, mais pour le moment, je veux pas avoir un bureau avec des horaires fixes, tu vois, je veux pas... Avant, tu avais vraiment des horaires fixes? J'avais pas des horaires fixes, mais genre mon équipe, j'avais Ah, mon elle avait équipe au besoin bureau, de donc mon toi. équipe, elle arrivait à 9h, tu vois, elle repartait à 17h, donc tu peux pas... Enfin oui, j'arrivais plus tard, tu vois, mais je pouvais pas ne pas être là pendant 3 jours, tu vois, ou... Ok, Enfin, j'avais quand même une équipe au bureau, tu vois, c'est un ouais, peu ça. Si je viens pas, ça me fout mal un peu, tu vois. j'avoue. Moi, je venais, enfin, tu vois, enfin, tu peux ne pas venir, c'est pas... ils ont pas besoin de toi, in finale, mais... Ouais, mais tu les soutiens, tu les Ouais, écoutes, tu les motives, t'inculques la vision, c'est quand même toi, les genre, valeurs. le boss et le manager, donc faut quand même que tu viennes. Donc, moi, donc là, j'aimerais bien avoir... Enfin, voilà, pouvoir être plus libre. Donc avec le challenge, genre, la première semaine, j'ai vraiment fait de l'introspection. Et l'idée, c'est quand même d'être dans l'action le plus vite possible. Parce que j'essaie vraiment d'expliquer aux gens, c'est vraiment soyez dans l'action. Parce qu'il n'y a que l'action et le fait de tester qui va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions. Donc à la fin de la semaine, j'ai organisé une masterclass. Ah oui, j'ai vu. Et donc, dans la masterclass, du coup, j'ai réexpliqué un peu tout ce bon mindset d'entrepreneur. Et à la fin, j'ai dit, j'ouvre. Parce que du coup, j'avais déterminé dans ma semaine que je voulais voilà, aider les gens, faire un service qui aiderait les gens, mais je savais pas exactement quoi. Donc, j'avais fait une liste, tu vois, de 5-6 sujets. Donc, le mindset, l'entrepreneuriat, LinkedIn, Instagram, tu vois. J'avais listé mes compétences. Et à la fin de la masterclass, j'ai dit, bah voilà, j'ouvre 10 créneaux. euh, J'avais fait un calendrier, tu vois, j'ouvre 10 créneaux pour des coachings one-one sur la thématique que vous voulez, sur le besoin que vous avez en ce moment. Et, euh, et voilà, et en gros, faire ça, c'était un peu, enfin, c'était créer mon MVP, donc mon minimum viable product, donc la version la plus simple de ton produit. Donc c'était ça, c'était d'ouvrir des coachings. Ça me permet de, moi, tester si je kiffe vraiment faire du coaching, sur quelle thématique j'ai le plus de valeur ajoutée à apporter, quel est le besoin de ma cible. Et donc là, ça m'a permis de vraiment tout tester et tout valider. Et donc là, tu vois, j'ai eu 10 personnes. Qui te paye ou du coup tu fais ça Non, gratuitement qui pour me payent. l'instant? Qui te paye? Trop bien. Ah oui, du coup, tu as réussi à vendre les 10 places Ouais. en mode sans vraie offre. Parce que Ouais. du coup, c'était très broad. C'est ça. Je Mais vous coach après, sur ce que vous voulez. si j'avais pas. Enfin, si c'était Mona de 23 ans, tu vois, sans expérience, etc., j'aurais fait des coachings gratuits, tu vois. Bah ouais, mais Genre, là, c'est quand même ton temps, 10 voilà. personnes, Mais faire les maintenant, aujourd'hui que calls. j'ai l'expérience et je sais quand même que j'ai de la valeur à ajouter, Mm, enfin, mm, j'ai de la mm. valeur à apporter aux gens et que j'ai quand même déjà coaché des gens en mode gratuit, genre mes potes ou d'autres entrepreneurs, tu vois, quand j'étais avec Sherissap. J'ai déjà coaché plein de gens, mais c'était pas genre mon métier, c'était juste je le faisais pour le plaisir. Donc je sais que je peux avoir des résultats sur des gens et que ça marche. Mais là, du coup, j'ai fait pas des prix de ouf, mais j'ai fait quand même des prix pour que les gens payent. Et pour aussi le prix, ça permet vraiment de valider si les gens sont vraiment prêts à acheter, parce que tu as aussi genre les gens qui sont prêts à acheter, enfin à prendre un truc gratuit. Ouais, Et ouais. quand est-ce qu'ils sont prêts à vraiment dépenser de l'argent. Et donc là, déjà, ça a validé parce que les 10 créneaux, ils ont été pris genre direct. Trop bien. Félicitations. Merci. Et donc là, cette semaine, je suis en train de faire les coachings. J'en ai eu 3 hier, j'en ai 2 cet après-midi, tu vois, et j'en ai toute la semaine. Et donc, ça me permet, comme je t'ai dit, de valider mon idée et surtout de comprendre. Donc, tu vois, hier, j'ai fait 2 coachings sur Instagram et j'ai fait un coaching sur le bon mindset pour développer une activité. Et donc, je vais voir les besoins sur la semaine. Et tu vois, à la fin de la semaine, je vais dire, OK, le bilan, c'est ça, tu vois, c'est ça, ça, ça. Et ça va me permettre d'évoluer, de créer peut-être une offre, enfin, de me dire, OK, le vrai besoin que j'ai vu et là où j'ai vraiment réussi à apporter de la valeur ajoutée, c'était ça. Et donc, je vais créer une offre sur ça. Et la semaine prochaine, refaire un MVP, mais avec une offre plus précise. Et la semaine d'après, voir comment je peux encore avancer, tu vois. Mais l'idée, c'est, si tu veux, l'idée, pour moi, c'est d'avoir une vision long terme, mais de vraiment avoir des actions court terme. Et de se dire, ok, ma vision, c'est c'est vraiment de monter un empire et de faire un truc hyper big et tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ces directions et vraiment petite action quotidienne pour juste avoir avancé aujourd'hui. C'est trop bien comme mindset. Bah, Bah, c'est ouais. l'effet cumulé au final. Ouais, Et le passage à l'action, plus tu fais les choses rapidement, plus tu as des résultats. ouais. Parce qu'en fait, là, j'aurais pu me dire, ok, je commence à faire mon plan,
de l'idée Je d'une fais ma super formation boîte. ou Ouais, mes trucs. je fais ma formation, je fais mon PowerPoint qui présente une boîte énorme avec genre une app, tu vois, genre une équipe, une levée de fonds, nanana, et je passe un mois à développer ça, etc. Ou alors je peux dire, bah en fait, je commence dès demain à vendre un truc et à me faire un peu d'argent et à commencer à construire une fondation Mm, qui va me mm, permettre après, bah, de peut-être un jour, peut-être dans 1 an et demi, bah, d'arriver à ce truc de une application avec une équipe, tu vois, et un vrai produit, une levée de fonds et tout. mm, Mais il mm, faut mm. juste commencer parce que ça te permet tellement de réduire tes chances de te tromper. Parce que ça se trouve, tu vas dire, ok, j'ai trop envie de faire ça, mais quand tu vas commencer à le faire, tu vas dire, mais en fait, ça me fait trop chier de. Il y a plein de trucs que tu penses pas, tu vois, genre. Il y a plein de filles que je connais qui ont lancé des business de friperie. Elles ont commencé en mode, ouais, je veux trop lancer ma friperie, nanana. Et elles ont commencé, elles ont dit, en fait, ça me fait trop chier d'aller chiner, ça me fait trop chier de me lever à 4h du mat le dimanche pour aller dans des vide dressing et tout. Ça me fait trop chier de laver les vêtements, de devoir les repasser, de devoir les prendre en photo, de devoir prendre les mesures de tous les vêtements, tu vois. Et donc, t'as plein de trucs auxquels tu penses pas avant de lancer un business. Au début, tu te dis, bah ouais, je vais juste vendre des vêtements. Mais non, il y a ça à faire. Et peut-être que ça va pas te correspondre, ou peut-être que si, mais tant que t'as pas testé, tu sais pas si ça va te plaire. Et j'ai bien aimé le truc que tu as dit par rapport à l'argent aussi, parce que je pense que comme là, tu as le mindset de dire ok, je vais me faire payer, du coup, tu te fais rémunérer pour ça. Et je pense que tu vas pas prendre des décisions bêtes de te dire en mode bah vas-y, je fonce là-dedans parce que j'ai besoin d'argent. Tu Ouais, vois, moi je vois beaucoup de gens qui font ça et qui se disent bah je vais lancer ça parce que ça va me faire plein d'argent et j'ai besoin d'argent. Et au final, je vois beaucoup de gens qui font un peu les mauvaises décisions et qui ouais, répondent pas forcément à un besoin. Et au moins là, tu te mets un truc de côté et tu sais que tu peux te concentrer sur ton audience, ta mm, communauté et vraiment leur bah, créer quelque chose qui leur correspond. Et je trouve ça trop bien que tu fasses le même truc pour ESAP que là. Bah, je pense que tu as appris aussi oui. énormément et que tu étais obligé de refaire la même méthode. Mais c'est trop bien. Et du coup, là, toi, par exemple, dans 3 4 ans, tu sais où tu te vois ou là, c'est encore flou? Ça dépend aussi de ce qui va découler. Ouais. Tu te vois, genre, voyager partout, du coup? Bah, je sais pas, mais je sais pas si je me vois voyager partout, mais en tout cas, j'aimerais bien, tu vois, genre aller habiter 4-5 mois quelque part là, tu vois. Et après, avoir un mode de vie où peut-être 2 mois par an, j'habite à l'étranger, Ok. tu vois. En fait, mon idéal, moi, c'est genre d'avoir un appart à Paris, d'avoir une maison à la campagne, pas très loin de la mer, tu vois. Ouais. Et donc avoir ces deux trucs-là en France. Et après, pouvoir voyager et me dire, bah, je vais habiter 2 mois, tu vois, à New York, je vais habiter 2 mois Trop bien. en Asie, et à chaque fois pouvoir me faire des petites expériences. Trop cool. Ouais, Moi aussi, je veux la même chose. trop Avec bien. un petit château aussi. Ouais, Genre perdu, je sais pas où dans la grave, France, un mais truc. genre vraiment perdu. Ouais, moi aussi, un truc genre vraiment, tu dis, je vais là-bas, il y aura zéro Ouais, sollicitation, genre. de fou. Personne ne veut me proposer un café ou quoi, tu Ah oui, ce sera pas Paris, hein. vois. Ouais. Je suis morte. J'ai une dernière question pour toi, parce qu'on va arriver à la fin du podcast. C'est la petite question que je pose à toutes mes invitées. Et en vrai, à chaque fois, la réponse me surprend. Mais là, je pense que je sais déjà ce que tu vas me répondre. C'est, est-ce que toi, aujourd'hui, tu te considères comme une girl boss? Oui. Ouais, j'étais sûre que t'allais dire oui. Mais bien sûr que oui. Mais tu vois, j'ai des invités qui me disent ok, si, ou qui me disent non. Et Bah oui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que souvent, bah, en tant que femme, on a un peu moins confiance en nous. Mais et du coup, depuis quand tu te considères comme une girl boss? Tu vas me dire depuis toute petite, quand je voulais faire mes machines à pancakes. Non, non, depuis quand en vrai, je sais pas, mais Moi, je pense c'est quoi qui a fait ce switch ou même dans l'entrepreneuriat, tu t'es dit ok, genre j'ai 1000 fois confiance en moi et je vais leur prouver que mon projet il a plus de valeur que n'importe lequel. en vrai, je pense au début de RISAP, tu vois, genre la première année de RISAP où j'ai vraiment pris confiance en moi, tu vois. Parce que la première année, je savais pas trop, etc. Nanana. Et en fait, quand tu fais le bilan de la première année, tu te dis, bah, en fait, en 1 an, j'ai réussi à. On a réussi à avoir une équipe, à monter un atelier, à monter une marque qui commence à un peu à être connue, à avoir des partenariats avec des gens comme Galerie, Levi's et tout. Bah là, tu te dis, bah, genre, je Je peux faire. pèse. Ouais, non, Non, mais je je peux faire suis des trucs, tu invincible. vois, genre, en Je fait, peux tout faire. ouais, genre. Enfin, tu es capable de faire des trucs de ouf. En
En fait, ça, c'est genre, t'es capable. T'es Mm, mm, capable. Et ça, c'est le premier palier que j'ai débloqué. Et ensuite, le deuxième palier, c'est tu mérites. Ok, Et c'est autre chose encore. Parce qu'il y a, ça c'est y a fort. plein de gens qui pensent qui savent qu'ils sont capables, mais qui pensent ne pas mériter. Et en fait, s'autoriser à mériter, c'est un énorme step pour une femme. Genre, je m'autorise à mériter le bonheur, je m'autorise à, à mériter la richesse, tu vois, l'abondance financière, à être heureuse, à avoir des Mm, relations mm, saines, mm. à avoir un mec avec qui tu as une relation saine. Tout ça, c'est des trucs où vraiment faut taffer dessus. Ouais, c'est vrai que c'est hyper fort ça. Moi, depuis pas longtemps, je me dis, ouais, je mérite ça. Mm. Mais parce que j'avais aucune idée que c'était possible, tu vois. Et maintenant, je me dis, bah non, genre, je vais aller chercher ça et je le mérite et Mm. je vais tout mettre en place pour. T'es une personne Fort. bien et tu mérites ce qui t'arrive, tu vois. Parce que c'est un peu, genre aussi quand t'as un peu de succès, tu te dis, bah, peut-être je mérite pas, ou peut-être Ouais, c'était ça, une je le faisais erreur, tu vois. beaucoup. Je le faisais beaucoup, beaucoup Ouais. ça avant. Et en fait, bah, si tu mérites, genre t'as fait le taf pour, tu vois. Tu t'es donné pour en arriver là. Et t'as aidé des gens, et donc tu mérites grave d'avoir tout le succès que t'as aujourd'hui. Et c'est dur de se le dire et de vraiment y croire. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on ne pouvait pas terminer mieux le podcast qu'avec ces belles paroles. Sauf si tu veux rajouter quelque chose, Non. mais je pense que Merci à là, toi. tu as terminé sur la meilleure note. Ouais. Genre, c'est la petite citation, je Grave. pense, du podcast. Je suis trop contente de t'avoir reçu. On mettra tes réseaux sociaux dans la description. Ce sera sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Juste si tu veux peut-être le redire, là où est-ce qu'on peut te retrouver ou Ouais. te contacter. Bah, vous pouvez me retrouver sur Insta. Pour le moment, c'est Mona-Barissa, mais j'ai bientôt changé de C'est nom. ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de me dire, attends, mais en fait, son Ouais, nom, grave. il est quand même pas encore Ça va changer. Donc Mona et quelque chose sur après. LinkedIn. Sur LinkedIn, Mona Bouchtita, et sur mon podcast, Note à moi-même. Et j'ai aussi ma newsletter où je partage toutes les semaines si vous voulez vous inscrire. Voilà. Et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me DM sur votre réseau préféré. Je serai ravie d'échanger avec vous. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Je à pense toi, c'était trop que cool. ouais, c'était vraiment bien. Je suis trop contente. En plus, j'étais trop curieuse de savoir un peu et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui poser des questions dans le podcast. Et ça m'a fait trop plaisir de connaître, bah, déjà de te rencontrer et de connaître ton parcours. Et j'ai trop hâte de voir la suite aussi. Et je pense que l'avenir te réserve encore plein de choses. Et je pense que tu as tellement appris avec Rissap que, genre là, tu vas encore nous sortir des trucs de fou, des nouveaux challenges à droite, à gauche et tout. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.